Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette webconférence qui est co-organisée avec l'ATEP, l'Association des acteurs du traitement des eaux de la Parcelle. Donc, je suis Marie Langlois-Berthelot, responsable de communauté professionnelle au sein du pôle eau d'Idéalco et j'ai le plaisir d'animer cet après-midi cette webconférence qui est consacrée à la valorisation des eaux non conventionnelles. On parle souvent de réutilisation des eaux usées traitées, mais il existe finalement beaucoup d'autres gisements pouvant être exploités, ce qui a fait l'objet de travaux, notamment au sein du groupe de travail eau non conventionnelle animé par l'ASTE et de plusieurs décrets. Le dernier en date est celui du 12 juillet 2024 sur les usages domestiques des eaux impropres à la consommation humaine. Ce texte découle notamment des orientations du plan eau de 2023 qui donnait pour ambition, en complément des efforts de sobriété, d'améliorer la disponibilité de la ressource en eau pour satisfaire les différents usages et notamment en valorisant ces fameuses zones non conventionnelles dont on va parler cet après-midi. Donc pour cette webconférence, j'ai le plaisir d'accueillir Jérémy Sténinger, délégué général de l'ATEP, Fabrice Sauchat, responsable du pôle concours au bureau d'études Oasis, et Cédric Fontaine, dirigeant de Fontaine Ingénierie. Donc bonjour messieurs, merci d'être avec nous cet après-midi. Au programme de cette webconférence, on va d'abord vous proposer un décryptage de la réglementation et des derniers décrets. On reviendra ensuite sur les différents gisements d'eau et leur qualité et on verra ensuite un peu concrètement comment est-ce que ces projets de valorisation et de réutilisation des eaux non conventionnelles peuvent être intégrés dans les projets de construction et l'impact, notamment côté plomberie évidemment. On terminera par un petit point sur l'acceptabilité sociétale de ces projets de valorisation des zones non conventionnelles et quelques exemples d'appropriation déjà existants. Voilà, on essaiera de répondre à quelques-unes de vos questions à la fin de ces différentes grandes séquences. Et je vous rappelle que le support de présentation des intervenants vous sera mis à disposition sur la plateforme Idealco avec le replay de cette webconférence. Donc, vous pourrez retrouver tout ça. Voilà, donc n'hésitez pas à interagir avec nous, hein. On est là bien sûr pour répondre à vos questions. Donc pour ça, c'est dans le module Q&R de Zoom, si vous êtes connecté sur Zoom, et puis bien sûr sur le chat de Vimeo si vous nous suivez sur ce canal. Voilà pour cette introduction et pour les quelques consignes. Et puis du coup, maintenant, je vous laisse, messieurs, débuter cette webconférence et donc commencer avec ce décryptage de la réglementation. Bonjour à tous. Effectivement, donc aujourd'hui, on s'inscrit dans une webconférence sur la valorisation des eaux non conventionnelles et où on a aujourd'hui un cadre réglementaire, je dirais, stabilisé autour de trois axes. Donc un premier axe qui est l'axe urbain et agricole qui a été encadré en premier finalement, puisque c'est le décret est arrivé en août de l'année dernière, décret chapeau sur l'utilisation des eaux de pluie et des eaux usées traitées qui a ensuite été suivi par deux arrêtés en fin d'année dernière, un qui cadre l'arrosage des espaces verts et un autre qui cadre l'irrigation des cultures. Et d'autres textes sont à venir sur d'autres usages urbains pour compléter ce panel-là. On a un deuxième panel qui est arrivé en début d'année 2024, sur les usages industriels et plus particulièrement sur les usages agroalimentaires. Donc c'est ce package-là qui a été encadré avec un décret en début d'année et qui a été complété par un second décret et ensuite un arrêté d'application qui sont arrivés cet été sur le développement de la valorisation des eaux eaux réutilisées au sein des industries agroalimentaires. Et puis le troisième package qui est arrivé cet été, donc en juillet, 12 juillet, avec un décret et un arrêté sur les usages domestiques des eaux impropres à la consommation humaine. Et un package qui sera complété par un arrêté qui arrivera certainement en fin d'année sur l'usage domestique de ces EICH, mais dans le cadre des ICPE. Voilà pour le cadre réglementaire. Donc ce décret, cet arrêté, donc en fait, ils ont été pris en application du Code de la santé publique, l'article 1322-14, qui mettait en place cette notion d'utilisation des eaux impropres à la consommation humaine pour certains usages domestiques. Donc ça répond à un besoin du troisième volet du plan eau, donc la mise en œuvre du plan eau. Et ce cadre réglementaire, il a été piloté par la Direction générale de la santé. Les trois packages qu'on a vus précédemment ont été pilotés par trois ministères différents. Et celui-là est piloté par le ministère de la Santé. Ce qui a un fort enjeu autour des usages domestiques, qui est de prévenir les risques, les contaminations du réseau de distribution d'eau
d'eau potable et de prévenir la santé des personnes. Donc, c'est venu simplifier la mise en œuvre des usages des EICH pour les usages domestiques en donnant un cadre réglementaire unique, uniformisé et normalisé. Jusqu'à présent, on pouvait faire cette chose-là, mais on se plaçait dans un cadre dérogatoire. Donc déjà, cette notion de ICH, donc, elle est pas nouvelle, hein, cette notion d'eau impropre à la consommation humaine. Elle était introduite dans le Code de la santé publique en décembre 2022. Et en fait, les EICH sont venus en définition en opposition aux EDCH, que sont les eaux destinées à la consommation humaine, qui sont définies là, et les EICH, qui ont été définis comme eau impropre à la consommation humaine, et qui ont été définis pour certains usages domestiques. Et c'est bien dans ce cadre-là que se situe ce cadre réglementaire. Et cette terminologie, elle a été prise notamment suite à un travail, à un avis du Haut Conseil de la santé publique d'avril 2022. Donc le champ de la réglementation, ce que je vous disais tout à l'heure, jusqu'à présent, on était dans un cadre dérogatoire. On avait une autorisation préfectorale pour l'usage de ces eaux impropres dans les réseaux intérieurs. Et on avait un deuxième texte, un texte réglementaire un petit peu plus ancien, de l'arrêté du 21 août 2008, qui permettait la récupération et l'utilisation d'eau de pluie à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments. Donc, du moment que ce nouveau cadre réglementaire a été pris, cet arrêté-là a été abrogé, puisque tout ce qui concerne la récupération d'eau de pluie est intégré dans le décret et l'arrêté EICH du 12 juillet. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, ça permet de fixer un socle commun pour l'utilisation de ces eaux-là à des échelles domestiques. Donc, voilà les deux textes, hein. Donc, le décret, pour synthétiser rapidement ce qu'il y a dans le décret. Donc, le décret permet de définir les usages domestiques qui sont autorisés, les exigences techniques et sanitaires qui y sont associées, les obligations des propriétaires des réseaux intérieurs, les procédures administratives à mettre en place, que ce soit des demandes d'autorisation ou des déclarations. Et également, il fixe un cadre expérimental. Donc, ce qui est intéressant finalement, c'est que par rapport au cadre haute pluie qui était existant, c'est que là, on est passé d'objectifs de moyens à des objectifs de résultats. On fixe un cadre des exigences techniques et sanitaires. Et on fixe aussi une forte définition, enfin, on fait peser une très grande obligation sur le propriétaire du réseau intérieur, c'est-à-dire que le maître d'ouvrage est vraiment responsable de ce qu'il va réaliser à l'échelle de son bâtiment. Donc, l'expérimentation est une ouverture assez intéressante qui permet d'aller explorer d'autres couples ou d'autres usages que ceux qui seraient définis par la réglementation. Donc, l'arrêté du 12 juillet vient préciser un petit peu tout ça. Il vient donner du détail sur les conditions techniques à mettre en œuvre. Il fixe les critères de qualité des eaux à atteindre. Et on verra qu'il y a deux qualités d'eau différentes, la qualité A+ et la qualité A. Il définit des actions à mettre en place en cas de non-conformité de ces eaux et il cadre tout ce qui va être information qui sera portée à l'attention de l'usager parce que l'usager n'est pas toujours forcément le propriétaire du bâtiment et pas toujours celui qui a décidé effectivement d'avoir recours aux eaux impropres à la consommation humaine à l'échelle du bâtiment. Donc voilà les types d'eau qui ont été reconnus dans ce cadre réglementaire. Donc il y a déjà un premier package que le ministère a qualifié d'eau brute, des eaux issues du milieu naturel. Donc ça va être les eaux de pluie, donc qui avaient déjà un cadre réglementaire aujourd'hui. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu une évolution par rapport à ces eaux de pluie-là, c'est-à-dire que le cadre de 2008 fixait les eaux de pluie récupérées sur des toitures inaccessibles. Et aujourd'hui, on est sur des surfaces inaccessibles. Donc, ça ouvre le champ des possibles sur les surfaces de collecte. Ça intègre les eaux douces, les eaux de pluie et les eaux de forage. Et ça ouvre la porte à d'autres eaux, aux eaux grises. Donc, les eaux issues de l'évacuation des douches, des baignoires, des lavabos, des lave-mains, des lave-linges. Ça intègre les eaux de piscine collectives pour des usages domestiques. Et puis, ça ouvre la possibilité de faire appel à un mélange de ces eaux-là, mélange eau de pluie, eau grise, qui permet un cadre réglementaire également sur cette possibilité-là. Donc, les usages qui sont possibles de ces eaux, il y en a 7. Donc, il y a le lavage du linge, le lavage des sols intérieurs, l'alimentation des chasses d'eau à travers de l'évacuation des excrétats, l'alimentation des fontaines décoratives non destinées à la consommation humaine, le nettoyage des surfaces extérieures, dont le lavage des véhicules lorsqu'il est réalisé au domicile,
l'arrosage des jardins potagers et l'arrosage des espaces verts à l'échelle des bâtiments. Donc, ce qui est intéressant de prendre en compte, c'est que l'arrosage des espaces verts à l'échelle des bâtiments, c'est bien précisé que ça tient compte effectivement de la végétation de l'espace vert attenant au bâtiment, mais ça tient compte également de l'arrosage des toitures végétalisées ou des murs végétalisés, ainsi que les bassins d'ornement. Donc, au niveau des établissements sur lesquels on peut récupérer et utiliser ces eaux, il faut savoir que la définition, c'est une définition sanitaire de l'usage domestique. Donc, le champ des possibles est très, très grand. Du moment où on est sur un usage domestique, on peut l'appliquer à beaucoup de bâtiments. Ce qui est intéressant, c'est que dans le texte, il y a un volet dédié aux établissements recevant un public sensible. Donc, ça va être tous les établissements de santé. Et par rapport à la réglementation qu'on pouvait connaître sur l'eau de pluie, il y a eu une évolution puisque les établissements d'accueil des enfants, notamment de la petite enfance, étaient exclus des usages possibles à l'intérieur de l'eau de pluie, donc ce qui excluait les établissements scolaires et notamment les écoles maternelles. Aujourd'hui, ces établissements-là ne sont plus considérés comme des établissements recevant des publics sensibles. Ils rentrent complètement dans le cadre général. Et on voit qu'effectivement, le texte s'applique à tous les bâtiments définis dans le cadre du Code de la construction et de l'habitation, à tous les établissements recevant du public et également aux lieux de travail. Donc, la clé d'entrée, c'est vraiment l'usage domestique. Et ensuite, peu importe où est la chasse d'eau est un usage domestique et du coup, on peut faire recours à ces EICH. Donc, les exigences de conception et technique qui sont définies dans l'arrêté, donc sont définies au niveau de trois articles dans l'arrêté, l'article 2, l'article 3 et l'article 4. Il y a un rappel fort de ce qui avait déjà été défini en 2021 sur la protection des réseaux, donc notamment avec un appoint en eau destiné à la consommation humaine uniquement réalisé par surverse totale. C'est le petit schéma qu'on voit là, hein. Le type AA, c'est le type de surverse. Donc, c'est une surverse totale à garde d'air qui permet d'assurer un non-retour d'eau de contamination du réseau d'eau potable pour la continuité des usages. Une signalisation obligatoire au point d'usage avec le pictogramme et la mention eau non potable. Des obligations de vidange et de nettoyage des réservoirs. La mise en place d'un système de comptage des eaux qui sont utilisées. Donc, tous ces points-là, ils existaient déjà dans le cadre de l'eau de pluie. Ce qui est intéressant là, c'est qu'il y a un nouvel axe aussi qui est la réversibilité, la désactivation du système. Donc, il faut que le système soit conçu, installé et prévu pour pouvoir mettre en place une réversibilité, c'est-à-dire un retour total au réseau d'eau destiné à la consommation humaine, soit en cas de problème, soit en cas de choix du nouveau propriétaire. Il doit y avoir des préconisations qui sont mises en place au niveau de la conception des systèmes tout au long de la période de fonctionnement avec des obligations pour limiter la stagnation d'eau et la formation de dépôts à l'intérieur du système et de protéger les systèmes contre toute élévation importante de la température. Il y a des paramètres et des fréquences de suivi qui sont définis dans une annexe de l'arrêté, on les verra plus tard, et la mise en place d'un traitement adapté pour les eaux grises ou une filtration pour les eaux de pluie pour garantir la conformité de ces eaux-là. Pour les eaux grises uniquement, donc ça c'est au niveau du stockage, pour les eaux grises uniquement ou les mélanges réalisés avec ces eaux grises, il y a une obligation, un temps de stockage à respecter, c'est-à-dire que le temps de stockage avant traitement ne peut pas excéder 12 heures et le temps de stockage après traitement ne peut pas excéder 72 heures pour un renouvellement de l'eau et effectivement éviter toutes ces questions de stagnation ou de développement de films. Donc, en cas de dépassement de ces temps de stockage, il faut prévoir une évacuation automatique, une purge du système pour évacuer ces eaux-là et les renouveler. À la mise en service et pour la surveillance du dispositif, donc à la première mise en service de l'installation, le propriétaire a l'obligation de réaliser un certain nombre de vérifications sur son système, donc à faire un examen visuel du système. Le cas échéant, on le verra tout à l'heure, des analyses de conformité de la qualité de l'eau avant sa mise en service, puis une analyse mensuelle pendant les 2 premiers mois d'usage pour attester du bon fonctionnement du dispositif et
Et si l'installation est réalisée par un professionnel, il faut avoir une fiche d'attestation de conformité dont les points clés sont définis dans une annexe de l'arrêté. Au niveau de la surveillance du système, il y a l'obligation de mise en place d'une autosurveillance, du bon fonctionnement, du bon état de l'installation et un certain nombre de paramètres à suivre au niveau de son système. Et le cas échéant, en fonction des qualités et des usages, il y aura une surveillance de la conformité de la qualité des eaux à mettre en place. Donc, au niveau de l'entretien courant et de la maintenance des systèmes, l'examen visuel de l'installation, donc ça consiste en quoi? Ça doit permettre d'identifier s'il y a éventuellement des fuites sur l'installation ou d'autres indicateurs du dysfonctionnement du système, de vérifier qu'il fonctionne bien. Et une fois par mois, pour les systèmes utilisant l'eau grise ou les eaux issues de piscine, il y a cette obligation. La maintenance du système, donc elle comprend à minima le contrôle de la conformité du réseau d'eau, le remplacement des consommables, l'entretien de la filière de traitement et une vérification manœuvre de l'ensemble des vannes et points de soutirage des eaux impropres de façon régulière. Il doit y avoir une vidange et un nettoyage des équipements de stockage. Et une fois par an, en ce qui concerne les systèmes d'eau grise et d'eau de piscine, tout ça, ça doit être fait une fois par an. Donc pour les systèmes qui utilisent des eaux grises et des eaux issues de piscine, les opérations de maintenance, elles doivent être réalisées par une personne qualifiée professionnellement dans le domaine de l'ingénierie des réseaux d'eau et des installations sanitaires. Donc, tout ce point-là, donc les personnes qualifiées professionnellement, ça a été bien reprécisé. En fait, c'est des professionnels qui sont déjà aujourd'hui habilités pour intervenir sur ce type de système, que ce soit mise en œuvre, surveillance ou maintenance des installations, des systèmes d'eau propre à la consommation humaine. Donc voilà les paramètres de qualité des eaux et les procédures administratives à respecter. Donc en fait, on reprend les usages qu'on a vus tout à l'heure en début de présentation. Et par rapport à ces usages et ces types d'eau, il y a différents types de procédures à mettre en place. Il y a déjà des procédures où on a une autorisation sans aucune procédure administrative à mettre en place. On le voit par exemple là, si on prend l'exemple de l'eau de pluie, ça va être le cas du nettoyage des sols intérieurs, de l'arrosage du jardin potager, l'alimentation des fontaines, l'alimentation des chasses d'eau, le nettoyage des surfaces, l'arrosage des toitures, murs végétalisés et espaces verts. Donc, tous ces usages-là avec de l'eau de pluie sont autorisés sans procédure au titre du Code de la santé publique. Il y a d'autres usages qui sont interdits, quel que soit le type d'eau. Donc, c'est les usages alimentaires ou les usages liés à l'hygiène corporelle. Ceux-là sont interdits par ce cadre réglementaire. Et ensuite, pour d'autres usages, on entre dans des procédures soit de déclaration ou d'expérimentation avec des objectifs de qualité à atteindre, de suivi de critères de qualité. Si on prend l'exemple du lavage du linge avec de l'eau de pluie, donc c'est un système un petit peu particulier qui est soumis à déclaration avec une qualité d'eau A+, mais cette qualité d'eau A+, elle va être vérifiée juste uniquement à la mise en œuvre du système. C'est-à-dire qu'on va faire une analyse à la mise en œuvre du système et ensuite, ce système-là sera validé pour réutiliser l'eau de pluie au lavage du linge. Après, dans les autres cas, où on soit situé dans le cas des eaux grises, là, on va avoir, en fonction des usages, une qualité classique ou une qualité plus, la qualité A ou la qualité A+, à surveiller à des fréquences régulières qu'on va voir, je pense, dans le tableau suivant. Donc voilà déjà les paramètres de qualité à respecter, qui sont en conformité avec le règlement européen. Donc là, il y a eu un certain nombre de discussions. Pour ceux qui auraient pu voir les textes qui avaient été soumis à l'enquête publique en fin d'année dernière et ce qui est sorti cet été, il y a quand même eu je dirais un bon compromis technico-économique entre les enjeux environnementaux et les enjeux sanitaires autour de ces eaux-là. Oui, oui, on voulait juste vous dire que suite à, puisqu'en fait, l'arrêté et le décret ont été sortis en provisoire au mois de décembre. Il y a eu toute une consultation publique qui a été justement, parce qu'initialement, il n'y avait qu'une seule qualité, notamment A+, donc qui est très restrictive aux étudiants bactériaux, etc., en E. coli, en entérocoque, où on a zéro. Et donc, nous, on a quand même forcé, alors effectivement, c'est la mise en conformité avec l'UE, mais surtout, on a dit que notamment pour l'irrigation, il serait quand même très compliqué quand même de sortir le bactériau à zéro. Donc, c'est pour ça qu'on a au-delà de la mise en conformité, mais au fait, accepter aussi le fait que, notamment pour l'irrigation de l'espace vert, il n'y a pas de nécessité d'avoir une bactério qui soit zéro, comme on le trouve ici, notamment à l'intérieur du bâtiment, quoi.
Et Euh, on retrouve effectivement ces compromis-là au niveau des fréquences de surveillance. Enfin, vas-y, Fabrice. Exactement. Au mois de décembre, en fait, c'est là où on a un peu toqué, enfin, tout un collectif justement, par rapport au fait que, au début, il y avait qu'un seul usage. Ils ont bien différencié notamment le nombre de, pas d'équivalents habitants, mais le nombre d'habitations. Donc, ils ont bien séparé la question de l'usage familial des autres cas. C'était typiquement le logement collectif ou tout autre type de bâtiment. Initialement, c'est-à-dire qu'on avait même au niveau des paramètres et donc des fréquences de mesure, ça allait, là vous avez marqué une fois ou deux fois en fonction du SAMU familial ou autre cas, on était plutôt à 6 fois. Et ça veut dire que quand on comptabilisait la totalité notamment de l'analyse de la qualité de l'eau annuelle, ça faisait des montants très importants. Donc c'est vrai qu'ils se sont rendus compte qu'ils ont abaissé ces niveaux de fréquences. Là, on a mis un peu un comparatif rapidement pour vous donner un peu d'ordre d'idée, parce que ça, c'est en termes d'exploitation, c'est le coût en exploitation, notamment pour la qualité des eaux qui sera à faire en fonction des fréquences. Donc là, on vous a donné un petit comparatif assez rapidement sur le prix, par exemple, d'un laboratoire COFRAC. Donc là, c'est à peu près de 2023, c'était de l'année dernière on avait donné ces données-là. Donc, typiquement, pour l'E. coli, Legionella, le COT, et puis avec parce que ces mesures-là, vous ne le faites pas tout seul, ce n'est pas à vous de le faire. Il n'y a pas d'appareil, il y a très peu d'appareils, à part un système ou deux qui le font en mesure en continu, notamment pour l'E. coli. C'est plutôt des laboratoires COFRAC qui le font. Donc voilà, on a estimé à peu près un coût que pouvait engendrer l'analyse des paramètres microbiologiques, ceux physico-chimiques. Donc là, c'est seulement des fréquences adaptées, c'est-à-dire qu'on peut tout à fait avoir des appareils, typiquement pour la turbidité, c'est des fibres optiques qui permettent de vérifier la turbidité, de le faire in situ, quoi. Voilà. On peut rappeler, on reprend à peu près le même schéma que vous avez vu tout à l'heure, notamment sur l'usage, le couple usage EICH et usage domestique pour les différents besoins. Donc ça, c'est un tableau qui est assez intéressant. Donc c'est à peu près le même schéma qu'on vous a montré tout à l'heure. Mais il ouvre à d'autres possibilités, puisque vous l'avez vu, on a parlé typiquement des établissements publics sensibles, dits sensibles, donc les crèches et maternelles ont été sortis. Il reste tout un pan qui reste très important, notamment, on parle notamment des hôpitaux qui ont des consommations qui sont de l'ordre de 200 litres journaliers par lit. Et on pourrait imaginer que ce typiquement d'usage pourrait être soumis à l'expérimentation. On va parler un peu de cette notion d'expérimentation par rapport, on va voir le cas précis des différents procédés. Tu veux en parler ou pas, Jérémy, ou j'en parle? Jérémy? Oui, oui, attends, j'avais coupé mon micro. Donc oui, effectivement, dans le cadre des procédures administratives, il y a une déclaration. Donc ce qui est intéressant, c'est que le ministère de la Santé, donc la Direction générale de la Santé, est en train de mettre en place une démarche uniformisée pour ces déclarations au préfet. C'est-à-dire qu'il y aura disponible sur le portail des marches simplifiées, le portail de l'État des marches simplifiées, un formulaire type dématérialisé à renvoyer au service de l'État. Donc cet outil-là, il sera disponible fin octobre, début novembre. Et ce formulaire existera aussi en version téléchargeable et il sera possible de l'imprimer en papier et de l'envoyer à la préfecture par la poste. Donc ces différents documents seront disponibles sur le site internet du ministère de la Santé. Donc, ce qui est important à souligner sur ces déclarations-là, c'est que tout ce qui existait de par ailleurs, il n'y a pas d'effet rétroactif sur les installations existantes soumises à ces nouvelles déclarations, notamment toutes les installations de récupération et utilisation d'eau de pluie qui sont déjà en place. Ah, Donc ça, oui, c'est- ouais, vas-y. Ah, l'autorité préfectorale, c'est justement les établissements au centre du public. Donc là, on a tout un dossier préfectoral à faire avec un ensemble de dossiers à mettre en œuvre avec comme toutes les procédures, donc dépôt de dossier par propriétaire, description d'usage, etc. Et là, contrairement à la déclaration que vous avez ici, la procédure de déclaration, là, l'autorité préfectorale, en gros, si dans les 6 mois après le dépôt du dossier, il n'y a pas d'avis du préfet, on considère que le projet, il n'est pas accepté. Donc c'est ça un peu compliqué d'ailleurs. Contrairement à l'avis d'un dépôt d'un PC, là, le contraire, ils ont 6 mois. Et si dans 6 mois, ils n'ont pas de nouvelles, c'est considéré, c'est pas tacite. On a parlé de l'arrêté du décret. Effectivement, on a la possibilité dans le cadre de l'expérimentation. À titre expérimental, effectivement, les usages où c'est soumis à l'expérimentation,
il y aura des arrêtés d'expérimentation. Donc, on va notamment pour les différents usages qui sont notés, par exemple les eaux grises pour le lavage du linge ou le lavage du sol, quand c'est interdit. L'eau de pluie, c'est tout à fait acceptable, mais l'eau grise pour les usages notamment intérieurs ou les jardins potagers, qui est toujours possible avec l'eau de pluie, eux, le sont interdits. Mais on pourrait imaginer que dans le pic de l'expérimentation, on pourrait avoir ces eaux grises, soit pour le lavage du linge, le sol, le jardin potager, les eaux grises des cuisines, qui va être un sujet, notamment dans l'acte de construire, parce qu'actuellement, tout est un peu mélangé. Donc, il va falloir déjà, dans nos projets, séparer ces eaux grises dites lourdes. Imagine que les eaux grises dites légères, on va dire douche, lavabo, sont à différencier des eaux et lave-linge, sont différenciées des eaux déviées de la vaisselle, qui sont plus chargées de polluants. Actuellement, ils ne sont pas autorisés. Mais on pourrait imaginer qu'à titre expérimental, ils pourraient être utilisés dans le futur. Après, on a d'autres types d'usages, etc. Donc, le problème, le sujet d'expérimentation, c'est qu'à date, en fait, ils n'ont pas de données. La Direction générale de la santé, quand ils n'ont pas de données, ils refusent, de manière générale. Et là, ils disent, ben, en fait, ce qu'ils nous demandent, donc c'est un peu la présentation qu'on a eue de la Direction générale de la santé là, au mois de septembre, en disant, ben, voilà le processus de l'expérimentation. Et vous allez vite comprendre que c'est très compliqué. Parce que là, si on cumule le temps que vous voyez en bas, on est sur plus de 2 ans. Donc, on est bien au-delà, on va dire, d'une période d'une conception d'un projet. Donc, ce qu'ils ont besoin, et donc là, on attend de savoir un peu les différentes procédures, savoir qui va le coordonner. Est-ce que c'est des organismes publics type le CSTB ou le CRMA, on n'en sait rien. Où chaque porteur de projet vient avec sa solution de pouvoir expérimenter. Et en fait, on pense qu'il va y avoir pas un arrêté d'expérimentation, mais plusieurs arrêtés d'expérimentation. Parce que ces arrêtés d'expérimentation, par exemple, si je veux utiliser les eaux déviées, on peut imaginer que plusieurs projets, par exemple, de logement collectif, où on a les eaux déviées ou la vaisselle qu'on veut récupérer, on peut imaginer qu'il y a plusieurs porteurs de projets qui ont le même sujet. Donc, ils ont besoin de voir un peu, parce que si tous les projets ils sont massifs dans ce couple usage, entre nos conventionnels et puis les usages, bah, peut-être qu'ils vont faire un arrêté spécifique pour eux. Et dans l'arrêté, il y aura quoi? Bah, il y aura toute une procédure, comme on l'a vu, sur le type d'eau, la qualité, les fréquences d'analyse, etc. Mais là, pour l'instant, à date, voilà le sujet, c'est d'apporter, c'est à nous, en gros, je ne sais pas, moi, bureau d'études, maîtrise d'ouvrage, j'en sais rien, d'apporter des projets, et à partir de là, ils vont établir les différents arrêtés qui vont être derrière. Malheureusement, c'est des temps qui sont très longs. Donc, on n'en sait pas plus à l'heure actuelle, on essaie de se renseigner comment ça va être tiré, mais bon. Et ça va être important dans les futurs projets qu'on va vous montrer. Est-ce que vous avez des questions sur la première phase sur la réglementation et l'analyse Oui, tout à fait. On a pas mal de questions qui ont déjà été posées par les participants. Donc, je vous propose qu'on en prenne quelques-unes tout de suite. Du coup, la première, c'est Sébastien Beauvieux, qui est chargé d'intervention à l'Agence de l'eau à Dour-Garonne, qui nous demande, voilà, est-ce que les eaux pluviales ayant ruisselé en surface accessible, donc des routes par exemple, ben, dans quelle catégorie est-ce qu'elles sont prises en compte? Alors, en fait, ils ont différencié dans la réglementation la notion de surface accessible, non accessible. Alors, on essaie de trouver des cas. C'est souvent quand on dit toiture inaccessible, enfin, souvent quand on parle de toiture inaccessible, c'est quand seulement on veut récolter des eaux de pluie. Et ils ont différencié, ils n'ont pas dit toiture inaccessible, ils ont dit surface inaccessible. Donc, c'est-à-dire qu'on peut avoir la toiture inaccessible ou une surface en rez-de-chaussée qui est inaccessible. A priori, si vous avez de l'eau qui ruisselle, ça dépend si la surface elle est accessible ou pas. Si elle est accessible, cette eau-là, vous ne pouvez pas la récupérer. Parce qu'on peut imaginer que, en fait, le problème qu'ils ont, c'est des sources de contamination. Donc, que ce soit des eaux si c'est une eau de voirie, on ne peut pas, parce qu'on peut considérer que les eaux de voirie, vous avez l'humain, n'importe lequel, qui peut le polluer. Donc, en fait, c'est tout le problème qu'on a sur cette parcelle, avec la Direction générale de la santé, c'est qu'ils n'ont pas de données. Parce qu'on pourrait imaginer je vais te donner un exemple, mais on n'est pas. Une eau de voirie, c'est qu'elle est accessible, par définition. Si elle est accessible, vous ne pouvez pas la récupérer. Voilà. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais Je pense que c'est clair. Et puis, a on me poser priori. une question si besoin. On a une autre question de Marwan Kamal qui est au groupe Suez qui demande est-ce que les eaux usées provenant des centres de dialyse peuvent être considérées comme des EICH? Alors, c'est un établissement, attendez.
Les eaux de dialyse, c'est un vrai sujet, ça. Hmm. Alors, on n'est pas obligé d'avoir réponse à tout non plus, parce que là, c'est vraiment une question C'est un très vrai sujet parce simple. que c'est typiquement le type d'eau, par exemple, qu'on peut avoir dans un hôpital. Un hôpital, le sujet qu'on a, c'est surtout, on a la caractérisation de ces types d'eau, et notamment tout ce qui est résident. Alors, je parle plutôt des résidus médicamenteux, etc. Donc, ils n'ont Ah, pas encore. Allô? oui, si tu as quand même, enfin, il y a un élément de réponse dans la question. Si on parle vraiment d'eau usée, les eaux usées ne sont pas dans le cadre général des EICH. Enfin, la partie qui est concernée, c'est la partie eau La grise. parcelle. Jérémy, je t'ai pas. Excuse-moi. La partie qui concerne le cadre ICH, c'est bien la partie eau grise et pas la partie eau usée totale. Enfin, si on est sur les eaux usées totales de centres de dialyse, la récupération et valorisation des eaux usées de centres de dialyse ne sont pas possibles aujourd'hui. Non. Euh, Voilà. Donc, nous, ce qu'on parle dans la réglementation, celle qu'on vient de parler, c'est celle-ci, hein. C'est ça, c'est que si on se Mais on place dans n'en le a cadre pas d'autres, hein. des EICH, les EICH, on est vraiment sur des usages type domestique. Et aujourd'hui, les eaux usées traitées ne sont pas dans le scope, dans le champ des eaux possibles. Les eaux usées traitées sont celles des stations d'épuration et on tombe dans l'autre cadre finalement réglementaire, qui est le cadre des usages urbains et agricoles. Donc aujourd'hui, il n'y a pas d'ouverture aux eaux usées traitées, sauf si aux vannes dans le cadre de l'expérimentation, mais il n'y a pas de cadre général sur ce sujet-là. Hmm. Donc encore plus sur centre de dialyse. Enfin, je veux dire, voilà, déjà les eaux usées traitées sont un cas d'expérimentation, donc ils ne sont pas encore Déjà, couverts. l'établissement en tant que Et tel. centre de dialyse, je veux dire, on rajoute de la complexité au sujet et du coup, Ah bah, on couple les deux. C'est un, la qualification du type d'eau, et deux, l'usage du type du bâtiment. On parle d'accord, c'est dans le cadre de la réutilisation, on est d'accord. Hmm. Ok, merci pour la précision. On avait une autre question de Magali Després, qui est à l'agence départementale Aveyron Ingénierie, qui demande, vous avez évoqué à un moment le fait qu'il n'y avait pas d'obligation d'installation par un professionnel, mais dans ce cas-là, si les travaux sont réalisés par le particulier, comment avoir une attestation de conformité si cette attestation est nécessaire? Jérémy? bah, c'est le problème de l'autoconstruction et l'autoconstruction, ça teste sur la base de. Ça pourrait être une déclaration sur l'honneur, mais on ne peut pas attester. Enfin, la déclaration, elle est faite suite à l'intervention d'un professionnel qualifié. Donc, on a tous intérêt à orienter finalement les usagers de toute façon vers des interventions, vers des professionnels qualifiés, d'autant plus quand on a des usages intérieurs de ces eaux-là avec les systèmes de disconnexion et de ces choses-là. Donc, enfin, aujourd'hui, tout va vers une hyper-responsabilisation du maître d'ouvrage et je pense on a un grand intérêt à inciter les maîtres d'ouvrage à s'entourer de professionnels pour réaliser ces installations-là. Je ne sais pas si Cédric voulait compléter, j'ai vu que... Ouais, non, Oh, non, oui, pour aller dans le d'accord. sens de Jérémy, aujourd'hui, les derniers textes sur les EICH montrent quand même une différenciation entre la maison individuelle, où il y a un peu plus de flexibilité par rapport à des bâtiments tertiaires, des logements collectifs. La maison individuelle, c'est la responsabilité du maître d'ouvrage. Et donc, un autoconstructeur peut installer lui-même une installation. S'il a pollué le réseau demain, par contre, il en subira les conséquences directement. Hmm. Et a posé une deuxième question, a demandé est-ce qu'il y a des contraintes si cette réutilisation des EICH est prévue au sein d'une résidence collective, d'un bâtiment collectif? Ce sont les mêmes contraintes que, enfin, c'est tout ce texte, c'est-à-dire certains usages enfin, sont autorisés, d'autres sont interdits, mais on n'a pas de contraintes particulières. Ce sont les mêmes règles à respecter de disconnexion, de qualité d'eau, de contrôle, que ça soit en maison individuelle ou en collectif. Hmm. Ok, merci. Ensuite, on a une question de Marwan Kamal, hein, qui est donc chez Suez, qui dit qu'il souhaite monter un projet de réhute d'eau usée d'une piscine, donc par exemple les eaux issues du lavage des filtres. Cette eau pourrait avoir pour vocation de l'hydrocurage et le lavage des voiries. Est-ce que les décrets d'usage urbain peuvent l'autoriser? Il dit que ce n'est pas clair pour les lavages des voiries. Alors moi, je sais qu'il y a un exemple, je crois que c'est l'agglo. De Cannes, Pays de Lérins, qui utilise des eaux usées traitées pour laver les Ouais. voiries.
Est-ce qu'il y a des Quand- précisions dans enfin, ce décret? Des steps, surtout des steps, non? si mes informations sont bonnes, c'est vrai que, enfin, là, on sort de ce cadre-là, effectivement, d'usage domestique des EICH. Et Voilà. si mes informations sont bonnes, il ne devrait pas tarder à y avoir une consultation sur un projet d'arrêté Oui. qui compléterait les usages urbains et qui serait d'ailleurs qui serait centré sur cet usage d'hydrocurage et de nettoyage des voiries. Que pour l'instant, c'est uniquement pour l'irrigation, quoi. Mais aujourd'hui, c'est Hmm, irrigation, arrosage, espace vert. Il Irrigation, devrait y ok. avoir un troisième texte en consultation sur ces usages urbains-là. hmm, ok. Alors ensuite, on a Ce qui est Julien. permis aujourd'hui, malgré tout, enfin, si on parle de cet usage de la piscine collective, aujourd'hui, le cadre ICH permet quand même de réutiliser ces eaux de nettoyage des fils, par exemple, pour alimenter les chasses d'eau de la piscine. Ça, c'est possible, par contre, dès aujourd'hui, dans ce cadre réglementaire des EICH. Hmm, d'accord. Merci pour ce complément. Ensuite, on a Julien Popardin qui est au département du Val-de-Marne, qui dit qu'il n'a pas bien saisi l'usage de l'eau de pluie dans le cadre des baignades en piscine naturelle qui nécessitent des traitements. Est-ce que cela fait sans doute l'objet d'un autre cadre réglementaire? Donc, il parle d'usage dans le cadre de jeux récréatifs. Ah bah, parce qu'on n'a pas la même qualité d'eau, surtout de demander les eaux de baignade, elles ont une qualité différente. Moi, je sais pas. La question est posée aujourd'hui clairement à la Direction générale de la santé, parce que, enfin, ce qu'il faut savoir sur la récupération et l'utilisation d'eau de pluie, il n'y a jamais eu cette question traitée par le cadre réglementaire, mais on avait une norme en France sur ce sujet-là qui permettait l'usage de l'eau de pluie pour réaliser le complément de marnage des piscines. Il n'y avait pas une autorisation de remplissage complet de la piscine, mais dans la norme, on permettait le complément de marnage. Et effectivement, c'est une question qu'on a. Alors Cédric me l'avait fait remonter, c'est une question qu'on a posée à la Direction générale de la santé. Donc, ce qui est important aussi, hein, au travers de toutes vos questions là, qu'on note aussi aujourd'hui, c'est que c'est un petit peu à la mode autour de tous ces textes aujourd'hui qui se superposent et parfois où il y a de l'incompréhension. Le ministère devrait, pareil, d'ici la fin du mois, publier une foire aux questions qui permettent d'éclairer les différents acteurs sur les zones d'ombre ou ce type de questions qui sont un petit peu entre deux textes ou entre deux sujets pour pouvoir Hmm, apporter des réponses aux uns et aux autres. Et la question se pose piscine naturelle, enfin, mais autre piscine. Est-ce que je peux faire le marnage sur tout type de piscine, individuelle, collective? Ça, c'est une question effectivement c'est un angle mort du nouvel arrêté. hmm, d'accord. Oui, il nous dit que tout ce qui était jeux récréatifs hein, liés à l'eau sont du coup d'une deuxième partie de sa question. Est-ce qu'il y a d'autres textes qui encadrent ces usages-là, à votre connaissance? Ok. Euh, et puis une dernière question, ensuite je vous laisse poursuivre. C'est Lucie Sanchez, qui est du coup elle aussi au groupe Suez, qui demande est-ce que l'utilisation des EICH par des entreprises privées recevant du public doit faire l'objet de validation par l'ARS ou par l'ADREAL ou via le formulaire de démarche simplifié? Alors, c'est. On reste en fait sur toujours ce même texte, qu'on reçoive du public ou pas, alors à part le public sensible, hein, donc là on va parler des hôpitaux par exemple, mais c'est la même règle que pour tout le monde, que je le fasse dans mon immeuble individuel, immeuble collectif, maison individuelle, ou je pense à des des centres commerciaux qui sont en train de réfléchir à cette question. On est toujours dans ce même arrêté. Si c'est pour alimenter des sanitaires, je peux le faire sous réserve de garantir une qualité d'eau et en faisant une simple déclaration. Voilà, cet arrêté-là se pose pour tout le monde dès lors qu'on est dans des usages d'eau domestique, qu'on reçoive du public ou non. Hmm. Et sur le rôle des ARS et des DREAL, est-ce que vous avez des compléments là-dessus? Il y a pas, alors à part pour ce qui va être expérimentation, mais Fabrice l'a expliqué, on est voilà, pour l'instant c'est encore un petit peu flou, mais si demain je veux mettre de l'eau de pluie sur, je sais pas, un hypermarché qui reçoit du public dans sa galerie marchande, je n'ai pas de demande particulière à faire à l'ARS ou à l'ADREAL, j'ai ma déclaration à faire en préfecture, mes qualités d'eau à respecter, et ça va s'arrêter là. Hmm. Ok.
Alors, on a Marwan qui nous parlait des dialyses tout à l'heure, voilà, c'est juste une remarque. Il nous dit qu'apparemment, il y a des exemples de réuds de ces eaux de dialyse dans d'autres pays. Il parlait en effet des eaux grises, celles provenant des appareils de filtration du sang. Et une dernière question, on s'éloigne un petit peu de notre sujet. C'était Estelle Savourou qui est au Grand Reims, qui s'occupe des rejets non domestiques, qui demande est-ce qu'il y a une réglementation pour les usagers non domestiques, donc les industriels. Bah, c'est l'arrêté du 29 août 2023 de l'année dernière qui effectivement encadre la récupération d'eau de pluie, notamment pour des usages non domestiques. D'accord. Ok, eh ben, écoutez, merci pour ces précisions. Et puis, je vous laisse poursuivre. On reviendra aux questions des participants tout à l'heure. Ok. Donc là, on a vu effectivement l'arrêté le décret du 12 juillet 2024. Maintenant, la question, c'est bon, on a un registre réglementaire, des préconisations, des recommandations. Maintenant, comment ça se passe dans le bâtiment? Parce que c'est le sujet qui nous importe aussi, c'est la mise en pratique. Donc, ici, on vous montre un schéma assez rapide. Alors, c'est vraiment une application. Donc, on va prendre les éviers, la vaisselle, et puis lave-linge, douche et lavabo. On va identifier ces gisements qu'on dit eau grise légère. On va appeler celles-ci les eaux lourdes. On a bien vu que celles-ci, pour les raisons qu'on a évoquées, elles seront utilisables éventuellement dans le cadre de l'expérimentation. Vous allez voir les impacts que ça peut avoir. Donc, imaginons que ces eaux-là, elles, on les renvoie directement dans le réseau. Bon, les eaux vannes, il n'y a pas de sujet, il y a son réseau. Maintenant, là, si j'ai un premier groupe d'eau grise légère, je peux les récupérer. Je peux avoir une unité de traitement. Je peux avoir une cuve unité de traitement, une cuve énorme de stockage et renvoyer directement pour l'arrosage espace vert, nettoyage de surface, véhicule. Aussi, vigilant qui est vraiment intéressant parce que le sujet, c'est que les douches, c'est continu, hein, on se lave tous les jours. Il n'y a pas de restriction, même si on a un stress hydrique de niveau 4, il n'y a pas de problématique, on peut encore se doucher. Donc, ça veut dire que ce gisement, il est quotidien. Donc, on va privilégier plutôt l'usage aussi d'alimenter les toilettes. Donc, ça, c'est une première en termes de CH. La deuxième, effectivement, c'est l'eau de puits. Donc, dont on parlait tout à l'heure, c'est qu'effectivement, on parle maintenant de surface non accessible, puis de toiture non accessible pour récupérer ce qu'on appelle l'eau de puits, dès lors qu'elle n'est pas accessible, à part par la maintenance, par le KIAM. Donc, ça peut être une surface en toiture ou même en rez-de-chaussée, il n'y a pas de sujet majeur. Donc, on récolte ces eaux-là. Donc, on a une cuve d'eau de puits qui permet de faire facilement du nettoyage de surface intérieure. Et la différenciation qu'on peut avoir, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est qu'on peut assurer le potager. On peut alimenter le potager. Dans le cas des eaux grises traitées, ce sera dans le cadre de l'expérimentation. Donc ça, c'est un premier schéma. Voilà. Et puis, on va avoir un peu les différents impacts que peuvent avoir sur le projet. Ce qui est important sur le DTU, alors, excusez-moi, on va parler un peu de technique, mais rapidement, c'est juste parce qu'on commence à avoir des différentes, on va parler d'eau brute, eau grise, légère, lourde, donc, il y a toute une terminologie qui est spécifique pour chaque corps. La Direction générale de la santé, elle parle d'eau brute, quand dite naturelle, quand c'est effectivement l'eau de puits ou l'eau de forage. Bon, c'est vrai que nous, l'eau brute, pour nous, c'est la captation pour l'eau potable, notamment des lacs superficiels, etc. Donc, voilà, on a tous une terminologie. Donc, les plombiers, ils ont aussi une terminologie. Ils ont l'eau de puits, les eaux vannes, et puis les eaux usées ou dites eaux grises. En règle générale, ils sont plutôt, on est dans un système de séparatif. Il peut avoir la possibilité d'avoir des réseaux en chute unique, c'est-à-dire qu'on met tout le même réseau eau grise, eau lourde, vanne dans le même collecteur, ce qui est possible avec des dispositifs sous la vie technique. Donc ça, pour se remémorer effectivement le DTU plomberie de 71 qui devra évoluer vu la réglementation, comme précisé. Sans rentrer dans les détails, voilà le séparatif dans lequel on est. On a les eaux pluviales, les eaux usées d'un côté, les eaux grises, les eaux vannes, ça c'est en cas d'un séparatif. Comme on a dit, possibilité dans une chute unique d'avoir les eau grises et les eau vannes dans un seul réseau. Voilà, et après tout ça, c'est envoyé en réseau public. On est plutôt dans le séparatif que le réseau unitaire. On va essayer de prendre un exemple. Je pense que c'est toujours intéressant d'appliquer l'arrêté, les impacts que peut avoir l'arrêté, le décret dans le cadre de projets. On a pris le logement, on pourra parler d'autres projets. Pourquoi le logement? Simplement parce qu'on a un gisement important, notamment d'eau grise, issu des douches. Donc là, on prend typiquement un bâtiment, 21 sur 21, voilà, un petit peu de cube, hein, sur une parcelle de 40 par 40.
Voilà, donc on a une surface de 1600 mètres carrés, une emprise au sol de 440 mètres carrés, et puis on dit qu'on a une surface de 20% sur 200, soit 230 mètres carrés, et c'est-à-dire des espaces verts de à peu près 900 mètres carrés. Bon, voilà, je vous montre vraiment un projet, comment il est construit actuellement. Ça, c'est ce qu'on a actuellement. Ça, c'est typiquement un bâtiment qu'on a livré. Sans rentrer dans le détail, c'est un des plots du village olympique. Voilà. Voilà la disposition spatiale. On revoit les mêmes dimensions. On a deux T4, un T2 et un T3. On a un bâtiment qui fait 21 mètres. Donc, on imagine ici qu'on a un rez-de-chaussée avec des espaces communs, vélos, etc., éventuellement des commerces. Alors, voilà les réseaux actuellement, comment ça se fait. Si je fais un zoom, ça c'est un plan d'exécution. Si on prend un zoom, comment, euh, comment sont disposées les différentes machines, c'est-à-dire les différents appareillages qui génèrent un ensemble de grids. Donc là, typiquement, de manière générale, dans la cuisine, le lave-vaisselle, le lave-linge et l'évier sont dans la même unité avec un même collecteur qui se trouve ici. En règle générale, on fera d'autres exemples et on verra ce que ça implique. Donc c'est un seul collecteur, donc ça veut dire que dans ce cas-là, bah, le lave-linge qui pourrait être utilisé en tant que d'eau grise, traité, enfin valorisé, récupéré, traité et réutilisé, dans ce cas-là, il est impossible, puisqu'on a un même collecteur qui se trouve ici, qui récupère les eaux légères, donc le lave-linge, et les eaux dites lourdes, grasses, comme vous voulez, évier ou la vaisselle. Ici, dans la salle de bain, on se retrouve avec une douche, un lavabo, et puis les toilettes, où les toilettes, chacun a son réseau, un réseau d'eau vanne et un réseau d'eau usée ou d'eau grise. Les réseaux d'eau pluviale, elles, sont plutôt externalisés dans les espaces communs. Donc voilà, c'est à peu près une disposition. Donc là, on rappelle un peu le plan de toiture avec les points de pluie. On rappelle un peu aussi l'arrêté de 2023 qui est intéressant, puisque maintenant on est dans l'obligation que 30% des surfaces, notamment de toiture, doivent être un support de production photovoltaïque, enfin, production de l'énergie à l'échelle locale, il y a typiquement de photovoltaïque, ou végétalisée. Dans le cadre de la récupération d'eau de pluie, si c'est une toiture, on va dire, avec du photovoltaïque, on n'a pas d'abattement, donc on récupère la totalité sur la toiture. Ça se jouera effectivement, si on joue sur la végétation, bah, on va avoir un abattement des premières pluies et par contre, on aura un peu moins d'eau pour la récupération. Il est important de rappeler, alors, cette consommation, vous les connaissez tous, vous l'avez tous pratiquée, vous l'avez tous entendu, voilà, la consommation en moyenne d'un bio par habitant, c'est de l'ordre de 150 litres. Donc, mais vous allez voir que ce n'est pas suffisant. Pourquoi? Parce qu'elle va dépendre énormément de l'endroit où vous êtes. Là, 150, c'est moyen. Dans le nord, on est plutôt à 120, plutôt à 220 dans le sud. Ça dépend de la localisation. Donc, effectivement, et puis le mode de vie, quoi. Après, le but, c'est que quand on calcule le gisement d'eau grise, si on prend ça et qu'on multiplie par le nombre d'habitants, ça ne peut pas le faire. Simplement parce qu'on a des volumes qui sont incompressibles. A priori, le linge, c'est 2 ou 3, c'est à peu près la même quantité d'habitants par habitation. Donc, il est important d'avoir des outils de plus en plus précis. Alors, je vous ai remis ce qui est intéressant ici, on ne parle plus de consommation, on va parler de consommation, mais on va parler de fréquence. Et là, il y a une étude qui est sortie de l'eau de Paris. Donc, ce qui est intéressant, c'est d'avoir. Ce qui nous manque, c'est la donnée, en fait. C'est très compliqué d'avoir cette répartition sur toute la France. Donc, il y a quand même des études. Là, le Paris, on a, en fonction de la typologie par rapport pour une personne dans un logement, T1, T2, T3, T4. Et en fait, on a des fréquences. Donc, ça, c'est issu d'un sondage. Donc, c'est très intéressant, ce qui permet de pouvoir calculer un peu plus finement le gisement d'eau grise qu'on va pouvoir récupérer. Je ne vais pas vous embêter un peu là-dessus, mais si je commence à calculer, donc bah là, je fais un T2, un T3, un T4, je vois le nombre d'habitants et puis le nombre d'habitants dans l'habitation, et après, je calcule par mes consommations. J'ai évité tout ça, mais c'est une traduction de ce document-là qu'on traduit dans le cadre de mon projet que je vous présente. Sans rentrer dans les détails, etc. Donc, on calcule avec donc j'ai 6 étages, j'ai 2 T2, 2 T4, un T2, un T3 par étage, je multiplie. Donc là, j'ai vraiment quelque chose de plus fin. Ce qui me permet, moi, derrière, d'avoir le gisement d'eau grise légère et les potentiels usages. On va le résumer comme ça, vous pouvez me croire dans l'étude. Concrètement parlant, là, par jour, j'ai eau grise dite légère, que j'ai pu récupérer de 5 mètres cubes. Si mon lave-linge, bah, il
il est dans la cuisine, je ne le récupère pas. Si dans la salle de bain, je pourrais le récupérer. Bon, disons qu'ils sont dans la salle de bain. Donc, ça veut dire que j'ai 6 mètres cubes d'eau grise à récupérer. J'ai un usage de 1,5 mètre cube jour, ce qui me fait un excédent de 4,5 mètres cubes jour en plus d'eau grise, puisque j'ai utilisé pour l'usage intérieur pour les WC. Bon, cette fille un peu de nettoyage, etc. Mais ce qui me laisse quelque part une quantité pour arroser notamment le gazon. Par exemple, imaginons que j'ai un espace vert de 200 mètres carrés, si je suis à 5 mètres carrés, ça fait 5,6. Bon. C'est une première approche, parce que vous imaginez que, donc on a vu l'impact, c'est le type d'habitation. Là, c'est peut-être le type de végétation, parce qu'en fonction du projet paysager, bah, je vais avoir soit c'est du gazon, soit c'est des espèces, on fait des strates, on va dire des strates végétales. Donc, si j'ai des strates herbacées, on sera plutôt vers du 5 litres. Si c'est arboré, arbustif, peut-être on aura des consonnements supérieurs, etc. On a raisonné un peu avec une moyenne en disant, bah, là, on voit bien que j'en ai besoin de 5,60 litres par mètre cube jour dans ce cas-là, on est à 60 mètres carrés, ça veut dire que j'ai un déficit. Bon. Donc, j'ai toujours intérêt ici à essayer de récupérer les eaux vides et la blanche pour éviter d'avoir trop d'excédent en eau potable, parce que là, j'aurais besoin d'un mètre cube supplémentaire. Mais non, ça, c'est d'un point de vue annuel. Maintenant, ce qui est important, c'est aussi la variabilité, la saisonnalité, etc. Donc, on peut imaginer qu'en période estivale, en juillet-août, on a un taux d'occupation de 50%. Donc, on divise tout par deux, on va simplifier comme ça, ce qui fait que il ne me reste plus que 2,25 mètres cubes jour. Ça veut dire que si j'ai besoin, notamment en période estivale, on a plus besoin d'eau, si je reste toujours ces quantités-là, ça veut dire que on ne couvre que 50% d'arrosage uniquement avec les eaux grises. Donc, il peut avoir un complément, justement, avec l'eau de pluie qu'on pourra récupérer. Vous ne m'en voulez pas, je n'ai pas eu le temps de refaire les calculs sur ma petite surface, mais bon. Donc là, c'est effectivement, là, on a un projet plutôt du périurbain. On voit bien que plus je rentre dans le centre des projets denses, on voit bien que cet espace vert, cet espace végétal, il va se réduire, et donc j'aurais peut-être moins besoin. Donc, on serait peut-être à l'équilibre si j'avais une réduction. On voit bien que tout ça, donc la localité, elle est importante. Hein. Déjà, d'un point de vue de l'approvisionnement en termes de pluie qu'on va récupérer, que ce soit à Brest, à Paris ou à Nice. Les besoins qui vont être complètement différents, parce que suite aux consommations que je vous ai données tout à l'heure, on a parti sur 150 litres par habitant, mais avec une répartition, on voit bien que de Paris à Marseille, on a des grosses différences, on peut avoir des piscines, etc. Enfin, voilà, une piscine plutôt individuelle, dans les bâtiments collectifs, je ne sais pas, peut-être moins. Donc, ce qui est intéressant là-dedans, c'est d'imaginer ce que ça peut avoir comme impact dans le bâtiment. Et c'est là que ça commence un peu à être intéressant. Dans le cas que je vous ai montré du projet, on avait vu que les cuisines, elles sont raccordées dans le même réseau et elles sont envoyées directement dans le réseau dans le réseau public. Donc ça, on n'oublie pas que ça fait 1 mètre cube. Là, ma salle de bain, j'ai mes toilettes qui m'envoient directement dans le réseau, tout ça, c'est raccordé, pas de problème. Là, j'ai mes douches et lavabo, elles, je vais en mettre dans une unité de traitement et on imagine que je dois avoir ici un réseau spécifique EICH. Alors attention, voilà, un réseau EICH pour alimenter les toilettes ou pour irriguer les espaces verts. Si on prend un deuxième cas, c'est-à-dire que je reste spatialement dans le même dispositif, mais que je veux récupérer 5 mètres cubes, on voit que j'en ai besoin dans le cadre du calcul. Ben là, ça veut dire que ça me rajoute un réseau supplémentaire. Donc ça, c'est là qu'il peut avoir un certain frein. Le premier frein, c'est de rajouter ce réseau pour chaque. Donc pour moi, c'est 21 mètres x 4. Donc, on va me dire, bon, c'est peut-être pas grand-chose, mais d'avoir un cas où on a l'exemple où on a refusé d'avoir ce dispositif-là. Ça nous permet de récupérer un mètre cube. Voilà. Donc là, on peut renvoyer tout ça dans l'unité de traitement, on fait réseau, et là, c'est le cas que je vous ai présenté théorique. Et après, on a le dernier cas, où, par exemple, dans la cuisine, j'ai ça, mais par contre, ça arrive, d'un point de vue ordinaire, c'est vrai que le lave-linge, il est plutôt dans la cuisine, mais on peut avoir dans la salle de bain. Et dans ce cas-là, il n'y a pas de problème, puisque j'ai mon réseau, il est déjà existant pour mon lavabo et ma douche, j'ai plus qu'à connecter celui-ci. Bon, si je n'ai pas besoin, je peux renvoyer directement comme on l'a vu, avec un truc unique, un réseau unique. Voilà, l'intérêt, c'est de l'avoir plutôt dans la cuisine pour éviter d'avoir rajouté ce réseau supplémentaire, qui peut être un frein constructif, qui peut être un frein financier, parce qu'on rajoute un réseau supplémentaire. L'autre frein qui est important, c'est la qualité des eaux.
Ici, je vous ramène, on n'a pas beaucoup de données. Alors, je vous rappelle, ici, ça date de 2015, qui a été une étude qui a été menée notamment par les membres du LISU, du laboratoire de recherche en eau urbaine, et qui ont qualifié les différents types d'eau par rapport aux douches, lave-linge, la vaisselle, lave manuel, lavabo, etc. Le lave-linge, donc douche, lavabo, on a vu que c'était bon, et on voit le lave-linge qui ont maintenant intégré dans les ORIS. Et on voit que les valeurs, autant au niveau des pH, il n'y a pas trop de sujet, il y a au niveau des messes, la matière en suspension, on en trouve autant dans les lavabos que dans le lave-linge. DCO, alors, sans rentrer dans les détails là-dessus, ce qui est intéressant pour nous, puisque cette mesure-là n'est pas faite dans le cadre de la mesure de la réglementation, par contre, c'est les COT. Et là, on voit qu'on a un double par rapport au lavabo, et même 4 fois plus que pour les douches. Donc, donc on a une contrainte supplémentaire, parce qu'à un moment donné, quand on va faire un dispositif, quel type d'eau, quel type de gisement, et quel type de qualité d'eau grise brute. Et donc on voit bien que la contrainte de dépollution ici du lave-linge, elle est bien supérieure à celle des douches et des lavabos, notamment pour ce paramètre-là. Alors de la turbidité, on va en parler un peu plus en détail, sachant que je dois être dans la mesure, si c'est déjà pour les toilettes, donc intérieur donc de qualité A+, on doit être à 5 grammes par litre, et on voit déjà que je suis déjà à 239. Donc ça veut dire que je dois abattre ces COT avec des microfiltrations, enfin tout un dispositif, ça dépend de quelle solution, parce que on a à peu près plusieurs solutions biologiques basées sur la nature, que ce soit des toitures cristallisées, etc., ou des systèmes membranaires. Elles vont nécessiter, si on récupère ces types d'eau de lave-linge, on risque d'avoir des dispositifs de traitement avant le dispositif un peu plus importants. Alors, pour revenir un peu par rapport au carbone organique total, qui est vraiment le facteur possible limitant pour l'atteinte des buts alimentaires, je vous donne un exemple de la turbidité qui a un lien avec le COT. C'est typiquement, voilà le type de turbidité de l'eau qu'on a en lave-linge qu'on peut avoir. C'est plus parlant la turbidité parce que c'est une vision, c'est de l'optique, quoi. Et là, c'est ce qu'on demande d'avoir. Donc, je pars de là, il faut y arriver là. Donc, imaginez tout le processus en même de filtration, quel que soit le système basé sur la nature ou mécanique, pour obtenir cette eau-là. Voilà. Donc, ça peut être un frein. Et là, on se dit, OK, et là, j'ouvre une parenthèse qui est, quelle serait la meilleure disposition, mais qui serait plus difficile dans l'acceptabilité, notamment de l'ensemble du collectif, du logement collectif, c'est de dire que ce réseau, il existe. Ce réseau, pour l'instant, il est là, on pourrait imaginer l'utiliser dans un temps, mais bon, ça reste aussi des eaux très grasses. Si je reviens aux valeurs, elles sont beaucoup plus importantes que le lave-linge et les eaux grises légères issues des lavabos et des douches. Ce qui serait vraiment l'idéal, c'est d'avoir une laverie collective. Et là, on ouvre un pan complet. Sachez que, je pense que pour ceux qui connaissent la Suisse ou l'Allemagne, ils n'ont eu aucun problème d'avoir ce système-là. Ce système-là permet de pouvoir avoir un système d'une gestion bien spécifique pour la laverie. Là, on a mis effectivement une filtration particulière, notamment pour tout ce qui est COT, etc. Donc, ça permettrait d'être beaucoup plus simple. Et puis, d'une gestion beaucoup plus simple, notamment dans la possibilité d'ici de ne pas avoir des réseaux du CH spécifiques pour le lave-linge, mais par exemple l'eau de puits qui pourrait alimenter les lave-linges. Donc, ce serait beaucoup plus simple de ramener un réseau unique de récupération des eaux de pluie, qui sont eux, j'ai oublié de le mettre, mais j'aurais pu le mettre tout de suite, d'alimenter le lave-linge. Donc, c'est vraiment cette unité propre. Donc, c'est vrai que ça serait l'idéal. Maintenant, on est en acceptation, et c'est tout le sujet qui va être les différents facteurs d'acceptabilité de ces dispositifs. Elles sont de plusieurs ordres. Elles sont à la fois individuelles et environnementales. Donc, il y a plusieurs enquêtes qui ont été menées par de Laurent Merlin, de CEO, qui ont mené, c'est très variable. Elles permettent de voir un peu la notion d'acceptabilité par rapport à ce type d'eau. On sait qu'il y a une emprise, l'hydrogène hydrique qui a un besoin de la réutilisation des eaux grises de manière générale, elle est plus ou moins bien acceptée. Maintenant, on va vraiment dépendre de différents facteurs. La première, c'est les facteurs socio-démographiques, l'habitation. Est-ce qu'on est urbain? Est-ce qu'on est plutôt en milieu rural? Au niveau de diplôme, l'expérience par rapport à cette question d'alternative de la gestion des eaux à l'eau potable, il y a différents risques. Il y a aussi les facteurs sociétaux et environnementaux, les facteurs économiques. Le fait qu'effectivement, il est plus facile de mettre en dispositif de traitement des eaux dès lors qu'on a les financements à mettre en œuvre. Sociétaux, ils asperçus.
la question, c'est de savoir si effectivement j'arrive à accepter, alors peut-être pour les toilettes, c'est peut-être plus simple, de dire que dans mes toilettes, l'eau qui arrive, elle est issue de la douche de mon voisin en dessous. La laverie, ça pose un problème, parce que la laverie, ça pose une question d'intimité. Donc, c'est un vrai sujet. Voilà, on est plutôt, donc la conclusion est là, on est plutôt partant de recycler les eaux grises dès lors qu'il s'agit de recycler ses propres eaux et dès lors que les usages impliquent le moins de contact épidermique possible. Voilà, d'où le suivi épidermique, c'est notamment de dire bah, là, j'ai une laverie commune au rez-de-chaussée, bah, là c'est plus problématique. Mais pourquoi, pour nous, si on avait à le favoriser, ce serait vraiment la solution optimale. Voilà, donc pour inclure des différentes solutions d'eau grise, on a la notion de sobriété, parce que la question de réutiliser naturellement les eaux grises traitées à l'échelle de la parcelle, c'est justement réduire l'empreinte eau du projet. Mais dès lors qu'on a un processus, il faut bien prendre la prise en compte des habitants, c'est que c'est pas parce qu'effectivement on a un système qui nous permet de réduire ces consommations, de ne pas consommer. Donc c'est la notion d'éviter un effet rebond. Après, le deuxième objectif, c'est que tout va dépendre aussi de la qualité des eaux brutes qu'on va avoir. Et notamment la question des biocides. C'est vrai que si on fait un traitement des douches et des lavabos, qu'on prend ces eaux-là, il y a tout un travail d'accompagnement de ces usagers-là pour éviter que le système commence à péricliter, mais à dysfonctionner dès lors qu'on introduit des éléments comme le javel, le chlore. Donc ça peut poser un problème, notamment parce que c'est des biocides. Donc le biocide se situe à la nature. Donc, voilà. Donc je vous renvoie à l'article qui a été fait par Gobert et Dorourbet sur les notions de produits ménagers et de soins corporels à l'échelle de l'habitat et de l'usage domestique, qui est très intéressant. Et l'exemple d'appropriation, donc on a vu que l'usager était partie prenante, sans lui, alors maître d'ouvrage, puisque c'est lui qui établit, un client, comme vous voulez, qui établit l'ambition portée. Et puis à la fin, l'environnement, c'est ça, c'est le maître d'ouvrage et puis l'usager final. Si les deux ne fonctionnent pas, compliqué. Et là, on va avoir plusieurs exemples. Je vais vous montrer comment, qui n'est pas simple. C'est qu'on a le maître d'ouvrage en usager, puis les concepteurs. Et dès lors qu'il y a une variable, là on va vous montrer quelques exemples qui vont montrer que dès lors qu'il y a une évolution, ça peut jouer quand même sur ce qu'on a pu imaginer, soit par le type de traitement, soit la surface de traitement, la localité du traitement, etc. Je vous donne un exemple. Par exemple, typiquement, on a travaillé sur la brigade des sapeurs-pompiers de Saint-Denis. Et puis en phase d'exécution, on a eu des effectifs complémentaires, supplémentaires, des nombres de juges qui n'apparaissaient pas. Donc on avait une hypothèse en phase pro, puis en phase d'exécution, en fait, non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc c'est les mêmes sapeurs-pompiers, par exemple. Et on a eu un nombre de modifications comme ça. Je vous montrerai l'exemple typiquement pour la brigade de Saint-Denis. Le deuxième cas, c'est une résidence étudiante où on travaille sur un concept de traitement des eaux grises et des lave-linges par une phytoépuration en toiture, typiquement par une massif planté, pour alimenter une façade végétalisée de 300 mètres carrés qui a un besoin important, vous allez me dire, de 5 à 8 litres par mètre carré de façade. Alors ça, c'est des façades dites type façade végétalisée, type Patrick Blanc. Vous voyez, je ne sais pas, Patrick Blanc, vous connaissez, c'est lui qui a fait le Quai Branly. Donc ça demande beaucoup d'eau, etc. Donc nous, on traite le dispositif, on donne les surfaces et tout, puis à un moment donné, non, c'est plus le système, c'est un autre système. Un système qui fait que 2 litres par mètre carré. Donc vous imaginez qu'en phase de conception, au début de conception, on est comme ça, à la fin, c'est tout autre système. Bon, il y a une zone d'adaptabilité, je vous l'entends. Et puis après, le troisième cas où effectivement, ils n'ont pas voulu rajouter un réseau supplémentaire pour les lave-linges dans les gaines techniques, et ce qui fait que le lave-linge qui est prévu avec sa gaine spécifique pour la récupérer, il a été refusé, donc c'est-à-dire que cette est renvoyée directement dans les eaux usées et non récupérée et traitée avec notamment les déchets lavabo. Pour vous donner un exemple typique, ce que ça peut avoir comme impact, là, je vous fais fi de tout ce calcul-là qui est un peu particulier, notamment d'une base mutualisée. Alors, c'est un centre de secours, les pompiers, on avait travaillé sur de récupérer. Donc là, on a un remisage, on a des camions à l'intérieur, et on récupère les douches et lavabos pour les renvoyer dans un massif planté, les traiter et les renvoyer pour alimenter les toilettes, etc. Et puis, on en a profité. On a fait, tiens, on va faire une phytoépuration en terrestre pour le lavage des véhicules. Donc, c'est deux autres process du lavage des véhicules avec un écho de circularité comme ça.
Donc ça, on travaille, donc on dimensionne la phytocuration. Ça pourrait marcher aussi pour le sel membranaire, hein. Si on veut décupler les quantités, c'est plus la même bécane, mais plus le local technique a été dimensionné pour. Et pour info, ça c'est la semaine dernière, hein. Ça veut dire que ils nous ont expliqué comment fonctionnait leur système, c'est-à-dire qu'ils font du sport, alors il y a un nombre de personnes qui font du sport, et donc ils font le sport le matin, le soir, les interventions, ah oui, mais la moitié des interventions, ils doivent prendre des douches. Ah ouais, d'accord, ok. Je vous fais fi de tout le calcul qui n'est pas plus intéressant, c'est-à-dire que journalièrement, enfin par jour, on avait 175 douches. Alors c'est un bâtiment H24, hein, un peu normal, 50 litres. En fait, je revenais à 8,75 mètres cubes au jour. Imaginez qu'en pro, on a travaillé à la fois sur les données et des hypothèses sur des guides, etc. On était plutôt à 3,7 mètres cubes jour. Donc imaginez l'impact que ça peut être. On va me dire, c'est rien, on ne traite que les 3,7 mètres cubes pour les besoins du bâtiment et la parcelle. Le reste. Mais bon, ce qu'on vous dit là, c'est juste qu'il peut y avoir des évolutions. Et là, c'est l'usager pur là. Donc, on peut avoir des concepteurs, comme je vous l'ai montré, par rapport à la structure de la façade visualisée. On peut avoir l'usager qui varie par rapport à ces données de base. Et c'est toute la vigilance qu'il faut avoir dans le cadre de la récupération et valorisation des eaux grises à traiter à l'échelle de la parcelle, c'est d'avoir vraiment des validations d'hypothèses à chaque phase, que dès le départ, par rapport au cahier des charges, toutes les phases du projet de conception, avant projet sommaire, définitif, pro, et même en phase d'exécution, parce qu'il peut y avoir des modifications notables, comme celles que je viens de vous évoquer là. Et puis voilà. C'est bon, moi j'ai terminé. Eh ben, merci beaucoup, Fabrice, pour tous ces exemples, ces schémas. C'était fort intéressant. Et ben oui, du coup, on est arrivé à la fin de la présentation. Donc, maintenant, il nous reste pas mal de temps pour discuter de tout ce qui vient d'être présenté, revenir voilà, sur tous les points sur lesquels vous souhaitez avoir des éclaircissements. Donc, je rappelle hein, le module QR de Zoom, le chat de Vimeo. Vous pouvez aussi, vu qu'il nous reste du temps, utiliser la petite icône, lever la main. Comme ça, je pourrais activer votre micro si vous souhaitez voilà, poser votre question, avoir une discussion à l'oral. Ce sera voilà, tout aussi sympathique. Alors, on avait une remarque plutôt hein, de Michel Laforgue, qui est du coup au groupe Suez, qui revenait sur mes estimations, en tout cas de consommation d'eau pour les jardins. Il nous disait évidemment cette consommation, elle n'est pas stable au cours de l'année. On utilise beaucoup plus d'eau pour arroser le jardin en été qu'en hiver. Donc, c'est à prendre en compte dans le bilan des besoins et des ressources. Est-ce que c'est peut-être une moyenne? Là, je pense que non, non, ça, c'est tout un sujet qu'il faut avoir et tout un travail de paysagiste. Là, vous imaginez qu'en période hivernale, j'ai pas besoin d'arroser le gazon, quoi. Donc là, je suis plutôt en période d'octobre où on a puisqu'en octobre, on a une pluviométrie, pareil. Donc c'est pour ça qu'il faudrait mettre ces données sous le prisme de la localité et la pluviométrie qui est associée, quoi. Parce que là, typiquement, c'est clair qu'au mois d'octobre, on a une pluviométrie qui est beaucoup plus importante, donc je ne vais pas consommer. Donc je veux dire que dans le cas général, de octobre jusqu'à une période où on a la pluviométrie, on n'a pas besoin d'arroser, donc je suis plutôt excédentaire. Je n'ai pas besoin. Ouvertement, j'ai dit qu'il y a un excédent quand il y a un déficit, mais en fait, à partir d'octobre, on n'a plus de déficit, on n'a plus ce besoin de 5 litres par mètre carré. Ça, c'est une estimation, puisque ça, c'est une estimation de consommation d'une strate herbacée, quoi. Donc là, il faut vraiment, ce qu'il faut maintenant coupler là, et que je n'ai pas fait, on n'a pas eu le temps de le faire, c'est de coupler effectivement avec la saisonnalité et tous les besoins et le cumul entre les UCH, c'est-à-dire que, les eaux grises traitées et l'eau de pluie qu'on récolte sur la surface de la toiture. Ouais. Voilà, c'est tout ce qui manque. On n'a pas, on le complétera s'il y a besoin avec mon camarade Cédric. Mais Ouais, ouais, pour aller dans le sens de Fabrice et pour faire ça, moi, au quotidien, ne serait-ce qu'avec de l'eau de pluie, il faut absolument qu'on travaille quasiment au jour le jour. Et toutes les analyses à l'année, typiquement, si on prend les pluviométries de l'Ardèche cette année, on va avoir des pluviométries exceptionnelles. Ils ont eu jusqu'à 600 mm aujourd'hui. ouais. Bon, si on le prend à l'année, on sait très bien que, par exemple, pour une cuve d'eau de pluie, sur les 600 mm qui sont tombés aujourd'hui, 90-95% de l'eau est partie par le trop-plein et n'a pas pu être valorisée. Et donc la remarque est intéressante sur la consommation, mais aussi sur la récolte.
Est-ce que j'ai une saisonnalité? Si je mets de la récupération d'eau grise dans un camping, ben, je vais avoir aussi une saisonnalité. Plus en plus, prendre en compte un critère qu'a évoqué Jérémy tout à l'heure, qui est le temps maximum de stockage. Vu qu'on ne peut pas stocker les eaux plus de 12 heures, les eaux brutes, si j'ai des gens qui consomment et qui récoltent régulièrement, ça fonctionne bien. Mais imaginons que je veuille récupérer l'eau d'un stade de foot qui arrose qu'une fois par semaine, alors qu'il y a des douches tous les soirs à chaque entraînement, ben, je vais peut-être devoir modifier le système d'arrosage parce que il faut que cette eau, je ne peux pas la stocker plus de 12 heures en eau brute et plus de 72 heures en eau traitée. Donc, il va peut-être y avoir aussi un travail avec le jardinier de dire, bah, au lieu de faire un arrosage à gros débit une fois par semaine, on va arroser tous les 2 ou 3 jours de manière à pouvoir optimiser cette ressource et cette récolte avec de l'eau de pluie, avec de l'eau grise, en fonction des critères. Donc oui, ça, c'est un élément qui est extrêmement important de travailler au jour le jour. Ouais. Hmm. Donc, c'est vraiment un exemple un peu brut, hein, qu'il faut bien différencier. Alors, je pense que les stades de foot sont arrosés un peu plus d'une fois par semaine. Pour organiser le forum eau pluviale au stade Bollaert, on nous a déjà fait la remarque qu'il est quand même arrosé quasiment tous les jours. Parce que vous Même à êtes sur un Lens. stade professionnel, Oui, bien effectivement, sûr. pour travailler sur le stade de l'Orne-Avant-Guingamp, c'est arrosé tous les jours, mais dans des petites communes où il y a Oui, encore des gens qui viennent ouvrir ou fermer, on a de temps en temps des arrosages qui se font à la semaine. Euh, mais oui, oui, et Bollaert est à l'eau de pluie, logiquement, en plus. logiquement, oui. Bien sûr. Non, non, mais c'est vrai que en fait, toute cette question aussi, en effet, d'adapter les usages et les pratiques, du coup, aux durées de stockage qui sont permises doivent être posées. Euh, L'exemple que j'ai donné sur la base mutualisée, vous voyez que sur une donnée, pourtant, avec des consommations qu'on avait de centres de secours, hein, parce on est basé sur, on voit un centre de secours, c'est pas vrai 5 mètres cubes journaliers d'eau potable, donc on a tout corroboré, et même en ayant ça, il suffit qu'il y ait un usager qui dit, bah non, nous, la fréquence est différente, mais là, on a multiplié par deux, quoi. Donc, mm, il y a le jour pour le jour, et puis l'usage, et qui doit être à une forte variabilité, quoi, notamment période estivale, et période où il y a un approvisionnement en eau de pluie, quoi. mm. On avait une autre, pareil, plutôt une remarque hein, de Delphine Péloin, qui est chargée de mission eau à la DREAL Nouvelle-Aquitaine, qui revenait sur la réflexion hein, sur les laveries collectives et qui disait que bah, ce raisonnement et cette analyse seraient déjà très pertinentes, par exemple pour des hébergements touristiques, d'autres bâtiments collectifs, au-delà de l'habitation à proprement parler. Est-ce que vous partagez cette Mais remarque. Est-ce que complètement, parce qu'il faut c'est un- imaginer que pour un hôtel, c'est un hôtel 4 étoiles ou 5 étoiles, c'est 400 litres de consommation par chambre. Donc ça veut dire que c'est des consommations qui sont beaucoup plus importantes. Alors en plus, on n'a pas de. Généralement, l'hôtellerie, là aussi, il faudra différencier. En période estivale, bah, voilà, après, il y a le nombre de douches aussi. Hein. En règle générale, on ne prenait pas qu'une seule douche. Donc c'est-à-dire qu'on a des grosses, grosses consommations. Donc c'est vrai que tout l'intérêt d'une herbe collective, notamment pour un hôtel, euh, pourrait être vraiment pertinente. Alors après, c'est toujours pareil. Est-ce qu'ils externalisent le lavage en dehors de l'hôtel? Est-ce qu'ils l'intègrent? Là, on pourrait imaginer d'avoir un vrai gisement, parce qu'on a un vrai gisement d'eau grise issu des douches, et avec une quantité de nettoyage laverie qui est ultra importante. Donc, c'est-à-dire que ce schéma que je vous montre là, ça serait typiquement l'objet adapté pour l'hôtellerie, quoi. Ou voir les Hmm. résidences étudiantes, parce que les résidences étudiantes, les laveries sont communes. Donc, on aura des typologies comme ça des bâtiments qui pourraient faire. Ça pourrait faire. Il y a deux choses dans ce qu'on dit et ça permet de rebondir sur une ouverture qui a été faite dans les derniers arrêtés. C'est que là, on se rend compte que dans pas mal de typologies de bâtiments, la ressource d'eau grise est supérieure à ce qu'on peut en faire. Hein. On voit qu'aujourd'hui, la douche est déjà quasiment 40% de la consommation d'eau, par exemple, d'un immeuble, alors que les toilettes, c'est à peine 20%. Donc, si on ne veut réalimenter que les toilettes et si cet immeuble n'a pas beaucoup de jardin, on se retrouve avec une surproduction, entre guillemets, d'eau grise. Donc, première question, est-ce que je vais aller m'embêter, entre guillemets, à aller chercher des eaux Non. de la machine à laver le linge? Pas forcément, d'autant plus Pour que, cette comme disait raison-là, Fabrice tout à l'heure, il y a des problématiques de qualité. Ou ouais. il y a une autre vision qui peut être différente et qui a été ouverte par le nouveau décret, qui est de pouvoir mutualiser
est-ce qu'aujourd'hui, moi, je suis surproducteur d'eau, je ne peux pas, à l'échelle de ma zone industrielle, à l'échelle de mon quartier, aller la mettre à disposition de mon voisin qui, lui, est peut-être surconsommateur par rapport à moi. Et là, ça a été écrit noir sur blanc dans les nouveaux décrets, on a cette possibilité aujourd'hui de pouvoir faire Uniquement, des solutions collectives. Cédric, uniquement sur l'eau de pluie. Sur la même unité foncière, c'est-à-dire que pas sur les eaux grises. Ah oui, tu as raison, c'est sur les eaux de pluie. Les eaux de pluie, c'est-à-dire que imaginez que j'ai une même unité foncière où j'ai des bureaux et des logements. La surface réceptive pour l'eau de pluie, par exemple des bureaux, pourrait tout à fait être utilisée pour les logements. Par contre, pour les eaux grises, c'est vraiment le traitement pour l'usage du bâtiment. Donc c'est ça qui est dommageable, parce qu'on peut imaginer que si je mets une échelle urbaine un peu plus importante, une parcelle plus importante avec multi-usages, ça serait carrément intéressant, parce qu'effectivement, comme tu l'as dit, on est, de manière générale, on est excédentaire, parce que si on fait que les besoins, on fait 60 litres, si je prends une douche et une fois aux toilettes, j'ai 60 litres de douche, et les toilettes, c'est peut-être 15 litres. Donc j'ai 45 litres, si je raisonne rapidement, en excédent. Donc celles-ci, elles vont servir à quoi? Bah, l'irrigation, on a bien vu qu'il y a des périodes où on ne va pas irriguer en période hivernale. Donc ça, c'est une constante en fait, hein, puisqu'on va prendre, a priori, on prend une douche tous les jours. Mais ça veut dire que qu'est-ce que je fais de cet excédent-là? Et le problème qu'on a à l'heure actuelle, et c'est là qu'il faut qu'on pousse un peu l'exercice, c'est que peut-être à l'échelle de l'expérimentation, c'est de dire, bah voilà, si j'ai une unité foncière où il y a plusieurs usages, etc., est-ce que moi, mes logements, les faire travailler de manière en synergie, comme on pourrait imaginer, par exemple, pour la production photovoltaïque entre des logements et puis des bureaux, en période, parce que c'est des couples qui se cumulent. Hein. C'est-à-dire qu'en gros, de 8h à 18h, je suis dans les bureaux et de 18h à 8h, je suis dans le logement. Donc ça marche très bien, ça couvre quelque part toute la sphère de la journée. On pourrait imaginer avoir cette même réflexion sur les ODRIS. Malheureusement, elle n'est pas acceptée et c'est ça qu'il faut qu'on pousse. Mm. Mais là, ce qu'on se dit là, pour nous, pour les autres, par exemple, pour les lave-linges, c'est vrai qu'ils ont ouvert cette possibilité-là, mais on voit bien que d'un point de vue technique, ça rajoute, ça dépend où vous mettez le lave-linge. Alors, ça, vous avez vu tout à l'heure, on avait 6 mètres cubes, donc c'était quoi, 20% que d'eau grise traitée, c'était 20% d'eau grise issue des lave-linges. Bon, c'est déjà une quantité, hein. Mais est-ce qu'on en a besoin? A priori, on voit bien que, vu que je suis déjà excédentaire, on n'en a pas besoin. Pourquoi? Parce que ça, en fonction de la disposition de mon lave-linge, eh ben, j'ai un coût supplémentaire de réseau, en fonction de là où il est implanté. Deux, bah, il va dépendre aussi des systèmes que je vais mettre en œuvre. Parce qu'on a vu que quand vous voyez un peu les mesures en COT, sans parler d'autres indicateurs, eh ben, elle va demander des filtrations spécifiques ou des traitements spécifiques. Donc, est-ce que ça vaut la peine de réfuser? Là, le doute, le doute, quelque part, le doute, quoi. On n'a peut-être pas Mm. besoin, même si ça ouvre, on est d'accord, mais pour l'instant, je ne vois pas pour l'instant encore l'utilité d'utiliser les lave-linges, mais il faut l'étudier, il faut le faire, parce que c'est en étudiant ce type de système-là que les systèmes qui vont de traitement vont être de plus en plus performants, parce qu'après, là, on a parlé un peu des coûts d'exploitation, notamment des analyses. Après, il y a un coût lié à le type de traitement qu'on va mettre en œuvre, que ce soit par des solutions basées sur la nature ou mécaniques. C'est un coût supplémentaire. Donc là, on n'a pas parlé des coûts économiques, et on en est désolé, mais c'est tellement variable. Mais de toute façon, il va falloir densifier ce type de système pour complètement que les entreprises, enfin ceux qui fabriquent, réduisent un peu leurs coûts, parce que bon, ça, c'est quand même pas encore. C'est supportable si effectivement vous avez des financements qui sont derrière pour l'instant. Ouais. Alors, juste pour une précision, hein, ce sera intéressant de la suivre d'ailleurs, cette étude Delphine Pellon, donc l'Adréal Nouvelle-Aquitaine, qui nous précise qu'il y a une étude d'opportunité qui est portée par le Comité régional du tourisme Nouvelle-Aquitaine, justement, hein, sur ce sujet des laveries collectives, notamment des économies d'eau, à la demande des professionnels du tourisme. Voilà, donc ça c'est pour C'est l'information. preneur. Alors, juste, je me permets, Fabrice, parce que tu m'as mis le doute. Et je t'ai laissé continuer. La mutualisation peut être faite pour toutes les EICH par dérogation, hein, même pour les eaux grises. Je suis un peu dubitatif en fait. Écoute, je suis sur le texte, je viens de le Ben, revérifier. si tu dis ça, ça me paraît. Alors, c'est pour vous dire que vous savez que l'arrêté il est sorti le 12 et qu'au mois de décembre, il avait refusé. Donc, Non, non, mais c'est effectivement, ça fait partie des évolutions positives qu'on a eues, des surprises qu'on a eues. eh ben, c'est une surprise. Ben, tu vois, c'est une surprise que tu me donnes là à 15h52, le 17-10.
Je suis bien content parce que, parce Si, que ça m'emmerdait toute là. Et s'il m'arrive, vous pouvez noter ça. Ah, je vais donner Voilà. une bonne Ah, mais c'est info à enregistré, Fabrice. hein, de toute façon. Donc c'est voilà, vous aurez enregistré. la Bon, trace. ben, alors, désolé, je reste un être humain et donc voilà. Donc, mais je Tu vois, suis étonné que c'est un je suis pas changement. intervenu parce que j'avais un doute aussi. Mais c'est bien ça, ouais. Ben, Jérémy, on en a pas reparlé avec Jérémy. Bah, écoute, c'est une bonne surprise. Donc ça va être vraiment intéressant. Si effectivement ils ont ouvert ça, mais après, ouais. Après, ça pose la question de qui est responsable de quoi en termes de qualité d'eau. Donc Bien sûr. le problème, ça va être là en fait. C'est pas tant, bon, pour moi, il n'y a pas de problème, c'est tant les responsabilités associées derrière. Donc, mais c'est une bonne chose. Merci, camarade. Je vous en prie, monsieur Fabrice. Euh, alors, j'ai vu qu'il y avait Didi Salcedo qui lève la main. Je vous donnerai la parole dans quelques minutes avant ça. Donc, une question sur Vimeo. C'est Magali Martin qui a la communauté de communes Cap Corse qui revient sur l'eau de pluie. Vous évoquiez tout à l'heure l'impossibilité de transférer l'excédent d'eau de pluie et voilà, demander est-ce qu'on peut avoir des clarifications sur les raisons qui empêchent de transférer les excédents d'eau de pluie. Euh, Des questions de temps de stockage? Alors, non, c'est pour les eaux grises. Il y a effectivement des temps de stockage maximum qui sont donnés. Sur les eaux de D'accord. pluie, c'est aussi évoqué en disant on souhaite ne pas stocker l'eau trop longtemps pour éviter une dégradation, mais là, il n'y a pas de date. Il n'y a pas de date, hein. Il n'y a pas de journée précise. Par contre, sur les eaux grises, oui, il y a un temps de stockage des eaux brutes, donc avant traitement de 12 heures et après traitement de 72 heures, pour éviter justement qu'on les stocke trop longtemps et qu'elles puissent se dégrader. Par contre, il y a un point qu'il faut quand même marquer quand j'ai fait le graphe, ce premier graphe là. Vous avez marqué, j'ai mis deux cuves spécifiques. On a dit tout à l'heure que, il y a des possibilités de mélange. Là, il y a toujours non pas un doute, mais on doit bien séparer les deux parce que la réglementation est très claire. Si vous mettez une seule cuve avec toutes les eaux, c'est le paramètre le plus exigeant qui va être pris en compte. Sachant que là, on a une genre de résultat, là, de moyen, vaut mieux avoir des cuves séparées, quoi. Hmm. Parce que sinon, c'est-à-dire que si vous mettez votre cuve d'eau de pluie et vous l'alimentez dans la cuve de brise, c'est elle qui va être soumise, donc ça serait un peu dommage. Voilà, c'est une petite précision dans le cas du mélange, hein. Ouais, alors justement sur ces mélanges, donc Delphine Péloin de l'Adréal Nouvelle-Aquitaine qui dit très bonne nouvelle hein, sur la mutualisation des EICH sur un îlot d'habitation, mais ça promet de la complexité, notamment pour l'instruction par ses collègues de l'ARS sur le volet responsabilité. Ouais, Euh, ouais, ça, je suis d'accord. mm. Voilà. Bon, on ne peut pas avoir que des bonnes nouvelles. On a d'autres questions. Donc, Hortense Bray, qui est chez Audi7, qui demande, voilà, pour bien comprendre, nous travaillons avec des campings sur le littoral. Est-ce que ces campings sont considérés comme des ERP non sensibles? Par exemple, pour l'eau des douches dans les salles d'eau, est-ce que du coup, il faudrait une déclaration avec une qualité A+. C'est pour quel usage? J'ai pas compris. Ça dépend pour quel Alors, usage. Pour les toilettes, c'est à plus, oui. Eau des ouais, douches dans les salles d'eau pour les WC, ouais. Ah ouais, pour les ouais, toilettes, c'est à plus. exactement. Et c'est pas un établissement qui reçoit du public sensible. Il n'est pas Non. classé dans les établissements qui reçoivent du public sensible. Donc, il est, Ensuite, c'est vraiment, là, on a plus maintenant une notion de, plus de personnes, c'est d'usage c'est médical, en fait. Oui, avec des Établissement de enjeux santé, ouais. sanitaires. Voilà, établissement de Ouais. santé. On a vraiment, vu qu'on a retiré les crèches, les maternelles, etc., qui eux sont plus considérés comme il reste vraiment ce bloc établissement de santé. Donc, a priori, on n'a pas de sujet là-dessus sur le camping, quoi. donc là, effectivement, pour ce camping, alimenter les toilettes et l'arrosage aussi, parce que bah, là, à l'inverse, on a beaucoup de monde l'été, donc on a beaucoup de ressources en eau, et c'est là qu'on va plutôt arroser. Euh, Hmm. donc c'est intéressant, on aura un surplus d'eau par rapport à la consommation des toilettes, autant l'utiliser pour l'arrosage, ça permettra d'avoir des îlots de fraîcheur dans le camping, ça peut Ouais. donner de la valeur. D'accord. Donc, les eaux de douche peuvent être réutilisées. Il doit y avoir une qualité A+. La plus, c'est à l'intérieur du bâtiment. OK. Pour les Et A, c'est WC. vraiment pour l'irrigation. Voilà, Mais donc, OK.
Et après, poser une deuxième question, hein, toujours sur le cas des campings. Dans une laverie collective, est-ce du coup, on peut utiliser uniquement de l'eau de pluie? Oui. Oui. Ouais. Bah, voilà, une réponse claire et nette. Merci. Après, vous êtes qualité A+, et vous êtes de fin de déclaration. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure, je crois. Si je reprends le schéma, toc, 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 on va te le remettre tout de suite ensemble. C'est A plus une fois et déclaration, ouais. Ouais. Voilà. Euh, je Alors, vais- A plus une fois, ça veut dire qu'effectivement, il faut la qualité A plus, mais on ne fait qu'une seule analyse à la mise en service. C'est On ne là. refait pas des analyses annuellement comme dans d'autres avec les eaux grises. Avec l'eau de pluie, on fait l'analyse qu'une seule Voilà. fois. Ici, pour les D'accord. grilles, effectivement, on est plutôt sur 2 fois par an, sur les différents critères, notamment bactériaux. Alors que là, Euh, on n'est pas obligé, puisqu'on une seule fois suffit. Ok, merci pour la précision. Euh, alors, bah, on a justement une personne de l'ARS Occitanie, Aurélie Thomas, qui nous demande est-ce que le risque sanitaire de tous les produits pouvant se retrouver dans les eaux grises a été évalué vis-à-vis d'une irrigation de potager produisant des aliments, par exemple les produits vaisselle, le shampoing, le gel douche, les produits de nettoyage? Moi, j'aimerais bien que. Alors, on ne l'a pas, en fait. Hein. En fait, il faut la caractériser. Moi, je n'ai pas. Vous voyez, quand je vais une donnée, il faut faire des entretiens pour savoir qu'est-ce qu'ils sont. On n'a pas de caractérisation. Moi, les dernières que je vous ai données, c'est 2015, imaginez. On n'a pas, il n'y a personne qui s'amusait à caractériser les eaux grises des logements, à part le document que j'ai là. Alors, peut-être d'autres documents, peut-être à l'étranger. Mais nous, on est intéressés. Alors, je sais que le laboratoire du Visu, il travaille dessus, il travaille vraiment sur les biocides. Donc, tout ce qui peut, que ce soit biocides ou d'autres éléments, il faut peut-être se renseigner auprès d'eux dans le cadre c'est ce que j'ai écrit à la fin, C'est celui-ci-là. c'est aussi pour ça, Fabrice, que le potager, si, enfin, Fabrice vient de passer le slide, mais le potager est en expérimentation. Ah oui, Hmm. ah oui, dans Il l'expérimentation, est ça pas c'est. dans le A+. Le A+, c'est Non, l'arrosage non, d'espace non, vert. je l'ai mis dans le schéma que vous voyez ici. C'est pour ça que je l'ai mis ici, là. Là, vous avez les eaux grises traitées. Et les potagers, ça fait plus de l'eau de pluie. Hein. Exactement. En eau grise, c'est en expérimentation. Alors après, c'est toujours pareil, ce qui est toujours bizarre, c'est que qu'ils nous mettent ouais, des voleurs d'E. coli, enfin, un peu, ouais, ouais, si, voilà. C'est effectivement une expérimentation. Mais je pense que ça va arriver, je pense. Ok. Mais ça n'a pas été étudié c'est au sensus. Quoi. Et alors, on a une autre question sur le volet financier. Donc, vous répondez si vous le pouvez. Du coup, c'est donc Magali Martin de la Comcom Cap Corse qui demande bah, c'est pas si la problématique financement était à l'ordre du jour. Bon, on a dit brièvement que c'est vrai qu'on n'en parlerait pas beaucoup aujourd'hui. Mais est-ce que vous savez si dans un cadre expérimental, on peut solliciter des financements pour une valorisation effectuée dans un bâtiment public, par exemple Oui. l'internat d'un Alors, collège? vous avez le. Alors, je pense qu'il faut regarder l'agence de l'eau de Corse, je ne sais plus c'est Ben, lequel départ. alors, c'est Rhône Méditerranée Oui, Corse. c'est ça, c'est le même truc. Eux, ils ont des financements. Alors, vous avez plusieurs financements. Alors, il y a le dernier qui de 2000, pour 2025, là, en janvier, c'est le dossier de Innovo, qui permet de pouvoir subventionner des projets d'expérimentation ou du moins des solutions pour de traiter des eaux non conventionnelles à l'échelle de la parcelle. Donc ça, il y a Innovo. Et après, faut regarder pour chaque agence de l'eau qui ont des financements spécifiques. Il y Hmm. a- Ils sont vraiment à différencier, quoi. Parce que franchement, c'est clair que on peut comprendre que par exemple, dans le bassin méditerranéen, notamment, moi, je parle souvent Languedoc, qui ont un manque cruel d'eau, doit avoir des financements spécifiques dans le cadre. Alors, c'est plutôt des financements plutôt au niveau des steppes, notamment pour l'irrigation, etc. Non, non, sur les eaux de pluie, moi j'ai eu pas mal de dossiers où on a été aidé. Il y a effectivement les aides générales des agences de l'eau, hein, mais même Loire-Bretagne, et pourtant on pense qu'il pleut toujours en Bretagne, Oui, euh, non? donne des aides. Et donc ça, c'est sur le programme classique de 6 ans. Et après, il peut y avoir des appels à projets spécifiques. Ouais. Il y Hmm. a 2 3 ans, il y avait un projet, par exemple, pour aider les C'est en éleveurs et les Bretagne. serristes.
Donc, Ouais. il peut y avoir des aides qui peuvent être assez intéressantes. Ouais. Hmm. Oui, donc là, de toute façon, on sait que les nouveaux programmes d'intervention vont entrer en vigueur hein, à partir de 2025. Donc voilà, bien vérifier ce qui est inclus dans les programmes d'intervention de vos agences de l'eau respectives. Et en effet, comme le disait Cédric, surveiller les appels à propositions qui voilà, peuvent proposer des... Je mets un nota par rapport à la situation financière de la France. On voit qu'on a quand même tous les financements qui ont eu un abattement. Je parle de l'ADEME, je crois qu'ils ont 30% d'abattement sur leur budget. Donc, tout est un peu relatif par rapport à ce qu'on imagine aujourd'hui et pour demain. Donc, voilà, il y a toute une attention particulière par rapport à la hausse du budget et où les agences risquent d'avoir des ponctions, des réductions de budget. Bon, je ne vais Oui, pas vous alerter, hein, non, non, mais mais c'est on fait vrai que gaffe quoi, à ça, quoi, parce que Logiquement, c'est dans les factures. Là, l'Agence de l'eau Loire-Bretagne a annoncé 43 millions d'euros supplémentaires, au contraire, vu que c'est elle qui collecte sur vos ah, factures. Tant qu'on consommera de l'eau, elles auront des sous. Euh, d'accord. Non, mais voilà, bah, bah, on sait, je en vois tout que je cas, parlais de l'Adour-Garonne l'ADEME est parce que augmentée voilà, aussi. je ne sais pas s'il y a un autre impact sur les autres agences de l'eau. Donc, voilà, on sait qu'on a Delphine Péloin là qui nous dit donc, que sur Adour-Garonne, le 12e programme est augmenté. En fait, c'était une des promesses du plan eau hein, de donner plus de Ouais, moyens oui, oui, et puis aux pour les agences de l'eau, promesses, mais on a vu dans le projet de loi finance qu'il y avait quand même des débats. Il y a eu aussi la refonte du système de redevance des agences de l'eau qui devait aussi leur permettre voilà, d'avoir des moyens supplémentaires. Bon, de toute façon, je crois qu'il y a encore des tractations qui sont en cours, mais oui, c'est ça, c'est le fond vert, du coup, elle nous dit qu'il a été vachement ouais. amputé hein, de 40%, donc c'est vrai que c'est quand même conséquent. Bon, en tout cas, pas mal de choses à suivre, même si dans tous les cas, les programmes d'intervention des agences de l'eau sont votés. Hein, ils sont déjà plus ou moins connus. D'ailleurs, vous pouvez retrouver, parce que j'ai vu qu'il y avait des questions sur la plateforme, sur justement ce nouveau mode de calcul hein, des redevances de l'Agence de l'eau. Ça a été présenté par l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse à l'occasion du dernier Carrefour des gestions durables de l'eau. Donc, vous pouvez retrouver la présentation hein, qui a été faite par les agents et du coup qui détaillait un peu ces nouveaux modes de calcul. Bon, voilà pour ce petit volet financement. Du coup, d'autres questions. Donc, Lucie Sanchez du groupe Suez qui demande dans le cas où le projet intègre un usage qui n'est pas autorisé ou pas clairement autorisé par la réglementation, quelle institution doit être contactée? Ça serait bien de donner un exemple parce que là, on est un peu, on Oui. est perdu là. Hein, je vous avouerai. Si je reprends, qu'est-ce que je pourrais prendre? Moi, je dirais que si c'est pas autorisé, la question se pose pas, nous on le fait pas. Euh, Pas explicitement, alors c'est typiquement, alors nous on remonte les infos hein, via Jérémy, c'est la question qu'on a posée par exemple pour les piscines. C'est vrai que quand il y a des trous dans la raquette, l'idée c'est de pouvoir remonter ça, bah, notamment c'est la DGS, hein, je crois, Jérémy, à qui tu remontes ces infos-là, pour dans une fois en question avoir la réponse sur des usages qui auraient pu passer entre les mailles du filet. Après, si c'est interdit, bah moi j'y vais pas. Je sais que certains y vont, mais pas moi. Bah, après, le problème, c'est que c'est peut-être, faut voir ça avec France Expérimentation. En fait, dès lors que vous êtes dans le registre des. On va vous donner un exemple, on va reprendre les. Ils sont les. Je sais plus, j'ai foutu ça, moi. Les eaux. Alors, on a Delphine Péloin qui nous parle de guichets uniques hein, constitués dans chaque Oui. des DTM. Donc, voilà, peut-être déjà aussi se renseigner auprès de son service déconcentré de référence. Mm. Euh, j'ai pas compris la question. Non, non, c'était juste Ah, pour info, le temps que tu retrouves moi, la j'ai slide trouvé ça, que tu voilà. En voulais. fait, on a le droit, ça, voilà. Ça, pour l'instant, c'est l'usage, zone propre en fonction des usages et des usages domestiques. Ça, c'est clairement identifié. Donc, quand vous êtes là-dedans, vous êtes dans l'expérimentation, on est d'accord. L'expérimentation de l'arrêté. Si vous avez autre chose que ça, vous passez directement avec France Expérimentation. Hmm. Avec France Expérimentation.
Oui, bah, c'est ça. C'est ce que du coup Delphine Péloin nous dit, que le dispositif France Expérimentation reste mobilisable pour des Tout à fait. Parce projets que, permis voilà. par la réglementation, mais qui, dans le détail, ne rentrent pas complètement dans son cadre. Faut vraiment, si vous avez un. Moi, typiquement, j'avais. Je vous donne un exemple, hein. Moi, j'ai fait un point avec la France Expérimentation et les fonctionnaires de la santé. Je voulais voir comment j'avais. Moi, j'avais des logements où vous avez les eaux de cuisine et puis que je pouvais récupérer dans le même eau grise. Et c'était un mélange. Donc, pour moi, il n'y a pas de mélange, hein. C'est eau issue des cuisines. Et dès qu'il y a le mot issu des cuisines, dès qu'il y a le mot là-dedans, c'est soumis à l'arrêté de l'expérimentation. Alors que moi, c'est un mélange. Donc, il n'y a pas de notion de mélange. Pourtant, il n'y a pas de notion de mélange, on est d'accord. Là, ils ne disent pas les mélanges entre les eaux grises légères et les lourdes. Et dès lors que c'est un mélange dont un des éléments est défini comme ceux que vous évoquez là, on tombe dans un arrêté d'expérimentation couvert par le décret et l'arrêté. Le futur arrêté de l'expérimentation. Si vous n'êtes pas, si rien n'est décrit là-dedans, vous êtes dans France expérimentation. Voilà. Je ne sais pas si j'ai été clair. Oui, ouais, je pense Bon, que super. c'est clair. Merci. Alors, on a une question de Loïc Lebrun qui est à l'ARS Occitanie, qui demande, je pense qu'il revenait à la question de tout à l'heure, hein, sur les classes A+, avec uniquement une analyse qui est demandée au départ. Il nous dit s'il y a uniquement une analyse au départ et qu'il n'y a pas de suivi du risque de dégradation, euh, pas de suivi du risque. Alors, attendez. Si uniquement une analyse au départ, pas de suivi du risque de dégradation de la qualité de l'eau lié au développement certainement inévitable de biofilms. Ouais, c'est une des. Alors, on peut le voir de deux manières. On peut le voir soit bah, c'est une ouverture pour facilement aller sur le lave-linge. Donc là, c'est pour l'eau de pluie. D'un autre côté, effectivement, il y a moins de contrôle. C'est qu'on fait l'analyse une première fois. Et après, on n'a pas d'autres analyses à faire. C'est pas parce qu'on fait pas d'analyse que ça exonère le maître d'ouvrage d'un entretien régulier de son installation, des filtres en amont, de la citerne. Oui, une fois qu'on a fait cette analyse, c'est pas pour ça qu'on a un blanc-seing sur les 25 prochaines années. Il faut quand même entretenir à minima son installation pour éviter le risque de dégradation de la qualité d'eau. Là, on parlait que de puits, c'est ça? Là, c'est l'eau de pluie, ouais, l'eau de pluie pour le lave-linge. Ah, d'accord. Hmm. Et alors, je pense que c'était peut-être en lien avec cette question, hein. On a Delphine Péloin qui nous disait qu'il était possible que certaines sociétés comme Hydraloop, pardon pour la publicité, c'est vrai qu'on pourrait faire comme à la télé, en citer trois, mais je connais pas deux autres marques, donc tant pis, voilà, qui ont développé des... Firmus et Remosa. Allez hop, il y a les Bah trois. voilà, merci Alors, Cédric. forcément, Firmus, Remosa, oui, et puis ouais. Oh, Donc, c'est bon, alors, la règle à la télé, c'est 3, donc on va dire que 3 c'est bien. Voilà, donc c'est possible que ces sociétés-là qui ont développé des unités de traitement des eaux grises aient justement des données de profil de qualité des eaux grises en entrée, et puis du coup, voilà, Bien sûr. savoir un peu plus d'infos là-dessus. Euh, voilà, c'était pour la... oui, après, dans les autres sociétés qu'on a citées, notamment Remosa qui fait pas mal de choses en Espagne, eux ont des données, hein. On peut aussi aller trouver des données à l'étranger. Alors, les eaux grises sont développées dans pas mal d'autres pays et les fabricants européens sont en mesure aujourd'hui de nous donner ce type d'informations. Ouais, Hmm. en plus, ils ont dans leur système, là on parlait de système membranaire, etc., ils ont des rétrofits de rétro-nettoyage des filtres, etc. Donc il y a tout un procédé, c'est pour ça qu'il y a des fréquences adaptées. Je parlais par exemple pour la turbidité, ou moi, je parle plutôt pour la turbidité, parce que c'est un des éléments justement qui montre un peu la qualité de l'eau, par rapport notamment au COT. Donc là, il y a peut-être un dispositif spécifique. Parce que fréquence adaptée au bon fonctionnement du système, selon spécification technique pro. Parce que là, pour moi, c'est une mesure, quoi, la turbidité, quoi. Donc là, c'est pour ça que j'ai mis là les paramètres. Pour moi, soit c'est des paramètres qu'on peut mesurer rapidement avec des appareillages in situ, hein, avec une sonde multimètre, avec une sonde optique qui permet de voir l'évolution de la turbidité, qui est un bon indicateur sur la qualité de l'eau, quoi. Bon, après, les fabricants, de manière, ils sont obligés de toute façon, en sortie de leur dispositif, d'être conformes. Et je sais qu'ils ont tout un protocole avec des systèmes de nettoyage, etc., pour assurer la qualité de l'eau tout le long, quoi. Hmm. Enfin, les différents fabricants, notamment de systèmes membranaires.
Et on a une dernière question de Florence Aurillard du CEREMA. Bon, on a déjà répondu à une partie de la question. Elle nous demande est-ce que les collégiens font partie des publics dits sensibles? Donc ça, vous l'avez dit tout à l'heure, non. Du coup, Non. les seuls publics dits sensibles sont ceux qui sont dans des établissements médicaux. C'est bien ça. Ouais. Voilà. Voilà, on a reprécisé ça. Et du coup, elle nous dit, bah, dit autrement, est-ce qu'on peut réutiliser les eaux de pluie d'une toiture de collège pour l'arrosage des espaces verts, par exemple dans une cour de récré? Et est-ce Oui, qu'on peut aussi utiliser des eaux grises légères? oui. Exactement. On rentre dans le cadre qui a été présenté PMF. tout à l'heure. Donc, eau de pluie, toilette, arrosage et eau grise légère aussi. On peut. Alors après, c'est la ressource. Est-ce qu'on a beaucoup de Est-ce qu'il y a ressources des en eau douches? grise légère? A Il priori, peut y non. avoir des douches dans certains, Des effectivement, lavabos? certains collèges. Mais Mm. oui, oui, on peut le faire en respectant toujours cette qualité A+, et les mêmes critères que ce qu'on montrait tout à l'heure. Et le collège a jamais été, même dans l'arrêté du 21 août 2008, on pouvait alimenter un Oui, bien collège sûr. en eau Ça de n'a rien pluie. fait. On était interdit à école élémentaire et en dessous, enfin, Les plus crèches. jeune, mais le collège a toujours été Loi autorisé. est acceptée, ouais. Il y a eu énormément de collèges et de lycées d'ailleurs qui se sont faits avec de la récupération et utilisation d'eau de pluie, hein. Ouais. Mm. Beaucoup, beaucoup de projets, hein. Il y a beaucoup de départements qui l'imposent dans leur cahier des charges, effectivement. Oui, mais ça, c'est un des grands sujets dans les cours d'école, en effet. Alors, je vois qu'elle lève la main, on peut essayer d'activer son micro. Elle demande est-ce que vous avez des rétex en tête sur les collèges, des noms de collèges peut-être Bah, vous à lui prenez donner. tous ceux par exemple, tous les départements, tous les collèges du département 22 sont équipés d'eau de pluie depuis maintenant une dizaine d'années. Il y a le 44, le 85, il y a l'Île-de-France. Donc oui, on peut, enfin, à la limite, on peut donner pas mal de noms de collèges, ou en tout cas de conseils départementaux ou généraux qui ont équipé, ouais. Donc, Côte d'Armor, Côte d'Armor, il y a eu la Atlantique, Vendée, la Vendée, Loire-Atlantique. Loire-Atlantique. La, J'ai- le 76 aussi, il y en a eu pas mal en Seine-Maritime. Enfin, un petit, le Nord aussi. Alors, je ne sais pas du tout où est basée Florence. Eh ben, c'est le CEREMA. Bon, écoute, je vais essayer de voir si on En active son PACA, micro alors et ça fonctionne. c'est très drôle parce qu'à chaque fois qu'on fait un dossier de récup d'eau de pluie en PACA, on nous dit il pleut jamais chez nous, c'est pas intéressant. J'ai moins de dossiers en PACA, moi. C'est Mais, clair. mais on La peut en CV, la trouver. CV9, c'est un peu compliqué, quoi. Ouais, mais pourtant, si on regarde la pluviométrie de Nice, il commence à pleuvoir au mois de septembre jusqu'au mois d'avril. C'est là où il y a les gamins à l'école. Ouais. Oui, c'est ça. C'est qu'il peut Enfin, peut-être de manière plus irrégulière, mais par contre, quand il pleut, ça rigole pas. Ouais. Et il pleut quand les élèves sont à l'école. Donc autant récupérer l'eau de pluie pour arroser à Nice, pas beaucoup d'intérêt. Pour alimenter un collège ou une école, les études montrent que c'est quand même assez intéressant. Hmm. Ok, et ben écoutez, merci beaucoup pour toutes ces précisions, toutes ces références. Je crois que cette fois, on a fait à peu près le tour de toutes des nombreuses questions posées par les participants. Alors, une dernière, bon, c'est plutôt une remarque, donc Delphine Péloin, qui est toujours à l'Adréal Nouvelle-Aquitaine, qui dit merci beaucoup pour la clarté de vos présentations et la qualité des échanges. C'est très motivant de rencontrer des professionnels avec une aussi bonne maîtrise de la réglementation et des conditions d'optimisation des installations, de bon augure pour le conseil aux maîtres d'œuvre et l'émergence de futurs projets. alors, ça Euh, touche. voilà, donc Tant mieux. merci. Merci. Merci beaucoup pour cette remarque qui, j'imagine, fera plaisir à nos trois intervenants du jour, que je remercie également à mon tour. Donc, merci à Fabrice Socha, à Cédric Fontaine, à Jérémy Sténinger et puis plus largement à la TEP pour voilà, avoir co-organisé cette webconférence avec nous. On espère en effet que ça vous donnera plein d'idées pour de futurs projets, que ça vous montrera que bah, voilà, il y a quand même plein de solutions techniques
qui existent, que la réglementation évolue lentement mais sûrement, mais en tout quand même dans le bon sens, et que voilà, on peut aussi, il y a des expérimentations qui sont possibles, voilà, qu'on peut quand même faire pas mal de choses. Je vois plein de petits smileys qui apparaissent sur l'écran. Merci voilà, d'être resté jusqu'au bout de ces échanges. Je vous souhaite une très bonne fin d'après-midi. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles conférences, notamment toujours contexte législatif, hein, la semaine prochaine, où on va essayer de comprendre ce qui se passe avec les transferts de compétences aux communautés de communes qui pourraient encore être repoussées. Voilà. Je crois que c'est aujourd'hui que le Sénat étudie la proposition de loi et lundi prochain que Maître Éric Landau vient nous expliquer un peu qu'est-ce qui se passe et où on en est. Voilà pour ce prochain rendez-vous. Messieurs, je vous souhaite une très bonne fin de journée et au plaisir de vous retrouver bientôt. Merci à tous. Merci, bonne fin de journée. Merci Au revoir. beaucoup. Au revoir.